Donc il y a une Potterhead qui a fait une vidéo, c'est tellement une Potterhead qu'elle a une écharpe de Gryffondor. Alors déjà c'est une Gryffondor, gênant, voilà. Et donc en fait elle a fait toute une vidéo sur radicalisation, transphobie et politique, le gars J.K. Rowling. Et c'est vrai que souvent quand on parle de transphobie, de trucs comme ça, même d'influenceuses transphobes, même à l'ancienne quand il y avait Hogwarts Legacy qui était sorti, il y a plein de trucs et beaucoup de lumière qui est jetée sur à quel point J.K. Rowling, qui est donc la fameuse autrice d'Harry Potter qui a rien fait de bien depuis. Alors de l'auteur, pardon. Qui met en fait une grosse partie de sa fortune au service justement d'un lobbying intense contre les droits des personnes trans en Grande-Bretagne et pas que, un petit peu partout à l'international. Quand il y avait eu l'affaire Iman Khelif aux Jeux Olympiques, voilà, je vais parler en positif de l'Algérie. J.K. Rowling avait fait partie un petit peu des caisses de résonance justement du fait de monter en épingle le scandale qui n'en était pas un, puisque Iman Khelif est une femme cis, voilà, n'est pas une femme trans en tout cas. Et donc J.K. Rowling avait été un petit peu la caisse de résonance internationale pour faire monter un petit peu la sauce autour de Iman Khelif. Et on en avait reparlé un petit peu à cette période. Et du coup, voilà, donc J.K. Rowling est une militante anti-trans. C'est tout ce qu'elle fait. De toute façon, c'est pas comme si c'était une bonne autrice. Arrête, c'est pas vrai. Moi, tu sais, non, mais attends, moi j'ai une métaphore. Attends, je veux bien admettre que Harry Potter c'était pas mal, mais depuis, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? D'accord, mais moi, pour moi, tu sais quoi? C'est une autrice de manga. Elle a un world building qui est stylé, mais c'est mal shape. Ok, d'accord, ça me va. Mais l'univers et tout, et le concept est trop matrixant. Oui, il y a plein de trucs issus dedans. Bah, moi aussi, j'étais fan d'Harry Potter. Voilà, c'est mon avis. Avant, oui, de fond. Après, les gens qui disent rétrospectivement c'était pas si ouf Harry Potter, c'est aussi un truc, enfin, c'est aussi de la littérature jeunesse. En vrai, quand t'es gosse, moi je suis désolé, quand j'étais gamin, j'étais matrixé. Bah ouais, de fou. Je les ai lus plein de fois, je trouvais ça fou. En fait, vous mentez trop, ça m'énerve, mais force à vous. Mais du coup, donc, J.K. Rowling aujourd'hui, qui globalement passe sa vie à faire du militantisme anti-trans. Et du coup, on va regarder cette vidéo qui en parle, et ça va nous permettre aussi un petit peu de parler d'autres trucs. Salut les sorciers, l'année dernière, je vous faisais une vidéo sur le YouTube Harry Potter dans laquelle je mentionnais ça. Il y a un autre point très important, c'est les propos problématiques de J.K. Rowling, la créatrice de l'œuvre. Je vais rester assez succincte sur le sujet parce que je prévois de vous en faire une vidéo à part entière parce qu'il y a trop de gens qui sont trop peu informés et qui sortent des dingueries. Mais pour la faire simple, J.K. Rowling a des propos très problématiques et transphobes depuis plusieurs années. Déjà, moi, moi je trouve quand même que chez J.K. Rowling, ta commu est plus woke que toi de toute façon. En fait, c'est ça, mais tu sais que c'est comme ça que ça a commencé, hein. C'est comme ça qu'elle est devenue anti-woke. Je sais pas si tu vas en parler, Mélodie, dans la vidéo, mais de base, elle avait commencé à essayer de rendre son œuvre woke a posteriori pour montrer qu'elle était, tu sais, c'est vraiment l'époque Obama. Libéralisme, Hermione noire. Non, mais même ça avait commencé avec. Après Dumbledore gay, moi je défendais à l'époque. Non, mais attends, mais avant. J'étais grave d'accord avec la théorie. Avant Dumbledore gay, c'était Dumbledore est gay. Et by the way, les loups-garous, c'est une métaphore du sida. Du coup, Lupin, il est séropositif et c'est un peu basé. Et du coup, les gens qui lui ont très vite dit oui, mais attends, mais dans ton lore à toi, les loups-garous, ils essayent de contaminer d'autres gens. Donc c'est un peu sérophobe du coup de dire que c'est une métaphore du sida. Et en fait, du coup, elle avait commencé à s'embourber et essayer de rendre des trucs woke a posteriori. Elle s'était fait outwalker par sa fanbase. Enfin bref, c'était magique quoi. Sur le site de la Gazette du Sorcier, donc ils ont répertorié toutes les prises de parole problématique de J.K. Rowling, mais moi je me suis surtout basée sur les tweets parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant et que ben voilà, il y aura des screens à chaque fois, vous verrez et c'était beaucoup par les tweets aussi que il y avait un petit peu le début de sa radicalisation et que les créateurs et créatrices de contenu, les militants et militantes trans, on était tous un peu en mode oula, elle est transphobe votre J.K. Rowling, et d'autres qui étaient en mode mais non, c'était juste un tweet innocent, elle a mal écrit, et tout le monde qui avait vu les red flags et qui était un peu en mode après Cassandre, quand t'es fan de quelqu'un, non mais bien sûr t'as envie de garder l'illusion, bien sûr. Bah c'est ça, tu vois. Et puis surtout, t'avais beaucoup de gens qui étaient en mode. Je suis trop fan de rappeurs problématiques pour pas comprendre ce sentiment. Non, mais et puis même de R. Kelly, pas toi, non. Et c'est bien pire que J.K. Rowling. Non, mais après R. Kelly, il a chanté Age ain't nothing but a number. Genre, oui, on aurait dû le savoir. Je suis d'accord. Alors que J.K. Rowling, tu sais, t'avais plein de. Enfin, tu sais, c'était vraiment le truc de les mange-morts, c'était une métaphore des nazis. Les méchants, ils sont blonds aux yeux bleus. Tu sais, t'avais un truc de ouais, on se bat contre les suprémacistes sorciers et en fait, on aime bien les métis sorciers humains parce que regardez, sang de bourbe, c'est quand même une insulte un peu raciste. Et c'était une progressiste pas réfléchie dans son livre. La vérité sur J.K. Rowling, c'est que c'était du progressiste pas réfléchi, mais c'est pas grave, on demandait pas ça. Des années 90. Oui, et en fait, les gens, moi je trouve que des fois, tu sais, il y a le côté de tout Harry Potter était problématique a posteriori. Moi, ça m'énerve un peu.
Parce qu'à l'époque, genre par exemple, tu vois, sur le discours sur les elfes de maison, moi je me rappelle déjà qu'à l'époque, tout le monde était Team Hermione, alors qu'elle énervait tout le monde. Et moi, je me rappelle que dans ma tête, j'étais en mode, mais elle a raison, pourquoi personne ne l'écoute? Genre vraiment, moi je me rappelle que quand je lisais le livre, j'étais vraiment en mode, en vrai, c'est de la folie que personne l'écoute et tout. Je trouve que tu vois, genre les gens, ils en font un peu trop. Après, moi, pour moi, le plus gros contre son camp de J.K. Rowling, c'est le polynectar. Oui. Qui est littéralement du jus pour jouer avec le genre, en fait. Du jus de trans. Ça a été inventé, du jus de trans pour savoir si t'es trans ou pas et expérimenter le bail. Je me suis aussi entourée de 3 personnes plus ou moins expertes sur le sujet. On part quand même de la chercheuse, en passant par la personne directement concernée, jusqu'à la fan d'Harry Potter qui en a fait son métier. Tout ce que je dis dans cette vidéo est sourcé, donc n'hésitez pas à faire un coup d'œil en barre d'infos. On peut commencer maintenant. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Mais tu vois, il y avait du mépris de classe et tout. Tu sais, t'étais un peu en mode ouais. Mais par exemple, les Weasley, moi, c'était grave ma mif. Hein. Bah ouais, de fou. Genre, j'étais en mode, moi, j'aimais trop quand les bourgeois serpentards, ils se faisaient baiser et tout. J'étais trop heureux. Hein. Bah oui. Disons-le très simplement, ce qu'on reproche à J.K. Rowling, c'est sa transphobie. Pour expliquer la transphobie, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la transidentité. Pour pas la faire trop longue, on distingue le sexe du genre. Alors expliquer la transidentité à des Potterheads décérébrés de challenge level impossible. Hein. Alors qu'en fait, tu vois le polynectar, c'est des gens, ils veulent ça tout le temps. Mais voilà, c'est ça. Ça s'appelle les oestrogènes et c'est définitif. Cassandre qui guette le dérapage. Non, mais je vais pas chipoter sur sexe et genre. Oh non, mais... N'inquiétez pas, ça. Oh non, mais là, c'est moi. Les gens qui font ça dans le chat, vous êtes des immenses casse-couilles. Oui. On parle d'une personne cisgenre quand elle est d'accord avec le genre assigné à sa naissance. Par exemple, moi, je suis une femme cisgenre, je suis née femme et je me ressens femme, donc je suis cisgenre. Et on parle d'une personne transgenre quand cette personne n'est pas d'accord avec le genre assigné à sa naissance et qu'elle veut changer de genre. Vous l'aurez compris, la transphobie, c'est le fait de remettre en question l'existence des personnes trans, de remettre en question aussi leur liberté et surtout en les discriminant. Je vous fais un rapide point parce que je préchote un contre-argument qu'on voit souvent, c'est le contre-argument sur la détransition. En vrai, ça se voit que c'est vraiment la partie. Bon, je vais baliser pour les gens qui vont me mettre des commentaires de merde en vidéo, en commentaire. C'est horrible. Non, mais ce qui est horrible, c'est que, en fait, moi, ce que je trouve horrible, c'est que pour pouvoir parler du fait que J.K. Rowling a vrillé, t'es obligé de te retrouver vulgarisatrice de la question trans, alors que c'est pas ton travail, c'est horrible, tu sais. Alors qu'on pourrait pouvoir discuter, dire, regardez, elle dit des dingueries, mais non, t'es obligé de faire 10 minutes pour que les gens t'écoutent, quoi. J'ai quand même eu des commentaires horribles. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'était sûr. Je pense que tu t'y attendais. Oui. Certains cas où les personnes regrettent, font marche arrière plutôt, et du coup détransitionnent. Il y a très peu de détransitions, et dans le lot, il y en a beaucoup qui sont par rapport à la pression sociale. Donc la pression des parents, la pression de la société, et la pression aussi du monde du travail. Donc il y a des gens qui détransitionnent, mais c'est pas parce qu'ils se sentent pas d'accord avec leur fort intérieur. Ça vient de l'extérieur et de l'environnement. Il y a une étude qui a été faite et qui comptabilise des transitions à 1%. Pour dire que c'est un cas assez minime, pareil, je vous mets le lien de l'étude en barre d'infos. Dans tous les cas, pour clôturer là-dessus, je le rappelle, il faut voir la transition de genre comme l'orientation sexuelle. On parle pas d'une maladie, on parle de quelque chose qui est viscéral, lié à l'identité en son fort intérieur contre lequel, en fait, on peut pas lutter. Et c'est une fois qu'on s'est trouvé, c'est assez rare qu'on se trompe. Comme pour l'orientation sexuelle. Toute cette longue introduction nécessaire pour enfin en venir au point de J.K. Rowling. Il y a des nombreux fans qui se sont arrêtés au tweet qui a fait beaucoup de bruit en 2020 et qui pensent que oui voilà, il y a 1 ou 2 tweets un peu border. Oui, ça c'était vraiment le premier tweet où si t'es pas trans ou si t'es pas militant LGBT, tu peux facilement ne pas avoir le red flag. Mais du coup, t'as des gens qui, par malhonnêteté, s'arrêtent à ce tweet-là pour dire, vous voyez, c'est la preuve qu'elle est pas transphobe en passant sous silence tout ce qu'elle a fait depuis, quoi. Mais en réalité, on est sur du militantisme systémique de l'auteur depuis plusieurs années maintenant. Le drama éclate en 2019 lorsque ce tweet arrive. Ce tweet, pour vous expliquer rapidement le contexte, c'est quelqu'un qui parlait de personnes réglées et donc J.K. Rowling l'a mal pris et donc elle a fait un tweet où il y a... Et en plus, c'était, je crois, dans le contexte en plus d'un truc de l'ONU, je crois. C'était un truc sur, en gros, améliorer l'accès aux protections périodiques pour les personnes réglées, tu vois, pour les personnes qui ont leurs règles. Et genre, du coup, elle a spiralé là-dessus, quoi. En gros, ce qu'elle a dit, c'est je vois pas vraiment de qui on veut parler. Femme, les femmes, c'est ça. Bon, voilà. En gros, son tweet, c'est ça. Et donc, voilà, les personnes qui ont des menstruations, je suis sûre qu'il y avait auparavant, dans le passé, un mot pour désigner cela, probablement, des femmes. Ce tweet-là, il est transphobe, je vais vous expliquer pourquoi. Il l'est parce qu'il exclut les femmes trans de la définition même du mot femme.
On pourrait se dire, à ce moment-là, on est en 2019, J.K. Rowling, c'est une boomeuse, bon. Oui, et puis pour les hommes trans qui n'ont pas encore transitionné, qui n'ont pas encore eu l'arrêt des règles, ou alors même des hommes trans qui sont sous testo et qui ont une biologie qui résiste fortement à la testo et qui continuent d'ailleurs, ça se peut de continuer d'avoir les règles sous testo. Donc pas les ménopausés aussi. Bah en fait c'est ça, c'est que quand tu parles de la santé menstruelle, bah oui de fait ça évacue les femmes ménopausées, ça évacue les femmes qui n'ont pas leurs règles, ça évacue... Enfin, tu vois, donc tu parles précisément de l'enjeu menstruel quoi. Genre, bref. Comme ça avait pété un câble sur les hommes enceints. Bah ouais c'est ça, bah c'est le même délire. Hein, peut-être qu'elle n'est pas renseignée sur le sujet. Il y a plein de gens qui en 2019 n'étaient vraiment pas au courant même de la transidentité. Oui, les femmes intersexes. Ça peut être le cas de J.K. Rowling, je veux dire 2019. Bon, ça va aller. Sauf que, détrompez-vous, J.K. Rowling, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle se renseigne sur le sujet, parce que, voyez-vous, à ce moment-là, elle est en train d'écrire un livre dont le personnage principal est une femme trans. Et c'était aussi que les personnes trans étaient un peu en mode « oulala, red flag », mais on sait pas trop à quel degré de la pipeline elle est, ça se trouve elle est au tout début, ça se trouve machin, mais en fait, ça faisait hyper longtemps qu'elle était dans des forums TERF, parce qu'elle était en train d'écrire sous son pseudo, en plus sous un pseudo masculin, tu sais, parce qu'elle écrit des polars sous un pseudo masculin, la Robert Galbraith, en mode, en gros, une meuf trans serial killer, un peu en mode totalement transphobe, avec un lien en mode, c'est un mec qui est tellement dérangé qu'il se travestit pour tuer des femmes, tu vois, genre c'est vraiment le délire du truc, quoi. Avant de dresser son portrait et son parcours de militante transphobe, on va faire un gros bond en arrière et revenir sur le parcours engagé de J.K. Rowling. Parce qu'en fait, depuis qu'elle est connue, elle s'est fait une place toute particulière dans le monde caritatif. Par exemple, de 2000 à 2005, donc quand elle était encore en train d'écrire Harry Potter, mais que ça commence à bien marcher, aussitôt que le succès lui a permis, elle a fait des dons réguliers à plusieurs associations. La première, c'est une association à laquelle elle s'identifiait parce que J.K. Rowling, elle est mère monoparentale, et donc elle a d'abord donné énormément au Conseil national pour les familles monoparentales. Par la suite, et alors qu'elle était déjà en train d'écrire les livres Harry Potter, elle s'est mise à écrire 2 petits livres de la bibliothèque de Poudlard dans un but très précis. Donc ces 2 livres-là, ce sont Le Quidditch à travers les âges et Les animaux fantastiques. Donc elle les a écrits pour verser leurs fonds à l'association Comic Relief qui œuvre pour la famine dans le monde. Oui, c'est vraiment, t'avais les trucs en mode vraiment philanthrope. Et encore une fois, c'était vraiment la période, bon là c'était 2000 à 2005, bon c'était plus avant, mais c'était aussi toute la vibe du libéralisme optimiste, où on sera sauvé par les riches qui font des dons caritatifs, et même les trucs en mode he for she à l'ONU, etc. Tu sais, je sais pas si tu vois c'est quoi he for she. C'est... en gros, un programme affilié à l'ONU, mais pas que, où en gros, c'est les hommes qui prennent la parole pour les femmes. Et dont, je crois, il me semble que l'actrice de Hermione, Emma Watson, pardon, était une des ambassadrices, par exemple. Et ça, c'est un truc. À Sciences Po, on a eu une présentation he for she avec le président de Sciences Po à l'époque, en mode, ah là là, c'est important pour nous les hommes de soutenir les femmes dans l'égalité. Tu sais, c'est vraiment cette période-là, Obama libéral, quoi. Et elle était un peu dans cette veine-là, quoi. Jusqu'à fonder la fondation Lumos. Donc la fondation Lumos, ça s'appelait Children's High Level Group à l'époque où elle a été fondée. Donc c'était pour aider les enfants du monde entier. Aujourd'hui, cette association, elle existe toujours et elle œuvre toujours. Pour lancer son association, elle écrit les contes de Biddle le Barde, donc qui est le 3e livre de la bibliothèque de Poudlard, dont tous les fonds sont versés à sa fondation. Et là, ce dont je vous parle, c'est pas des petits dons par-ci par-là pour défiscaliser. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle sait utiliser son argent pour investir dans des causes. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans son militantisme anti-trans. C'est pas juste, oh là là, elle donne des trucs par-ci, par-là à des assos anti-trans. Non. Elle a l'habitude, elle sait comment faire des montages pour financer des assos, financer des causes, des trucs comme ça, quoi. En 2010, elle contribue à l'ouverture d'un hôpital. Voilà, donc quand je vous dis que la femme est engagée, c'est quand même pas rien. Donc elle contribue à ouvrir cet hôpital et elle va, pour le coup, pour la symbolique, l'appeler comme sa défunte mère, Anne Rowling, régénérative neurologique clinique, et elle va verser des millions de dollars à la recherche pour la maladie dont sa mère est décédée. Malheureusement, J.K. Rowling, elle a opéré un virage à 360 dans ses engagements et c'est même devenu du militantisme politique. J'ai l'impression que c'est un truc un peu de beaucoup finalement de philanthropes de cette période-là, qui ont encore plus go in dans le militantisme justement, qui se sont rendus compte que la philanthropie, bon ça marche pas trop et en plus on leur tape quand même dessus. Et du coup qui se sont dit bon je vais carrément encore plus mettre mon poids et assumer que j'utilise ma thune pour faire de la politique, quoi. En 2018, quand elle commence à énerver du monde en likant un tweet qui qualifie les femmes trans d'hommes en robe.
Et donc voilà, et en plus, donc voilà, donc des hommes m'ont crié dessus à mon premier meeting du Parti travailliste à 18 ans parce que je leur avais demandé de retirer la page 3 du calendrier. On m'a dit de me durcir, d'être plus vocale, plus forte, plus indépendante. Je me suis souvent sentie pas soutenue. Des hommes en robe profitent de la solidarité brocialiste, donc socialiste, bro, etc. Enfin bref, mascu socialiste, que je n'ai jamais eu. C'est de la misogynie. Donc en gros, c'est une meuf qui est en mode oh là là, je leur ai demandé de retirer un truc, etc. Et les mecs ont été misogynes avec moi, alors qu'ils ne sont pas assez misogynes envers les femmes trans. Et en fait, c'est beaucoup de trucs, beaucoup de gens arrivent dans la pipeline anti-trans sur le sentiment, pas si vrai que ça, que soi-disant les femmes trans bénéficieraient de la solidarité masculine et du coup subiraient pas la misogynie que elles ont subi. Du coup, c'est bien la preuve que les femmes trans c'est des hommes et elles font partie des ennemis aussi, quoi. Bref, c'est aussi que dans le Parti travailliste, c'est énormément implanté aussi toute une veine féministe anti-trans. D'ailleurs, la spécificité de la Grande-Bretagne, c'est que quand on parle de terfisme de féminisme anti-trans, c'est particulièrement approprié pour la Grande-Bretagne parce que c'est beaucoup dans les milieux de gauche que les trucs anti-trans se sont développés. Là où, à l'inverse, c'était plutôt le gouvernement de droite qui a fait le plus les trucs pro-trans. Enfin, c'est un peu paradoxal, quoi. La meuf s'appelle une parano toute seule. Bah ouais, mais en plus, c'est encore un exemple de comment le patriarcat monte les meufs entre elles et du coup donne aussi l'occasion à des meufs cis de taper sur plus dominées qu'elles en pensant taper sur plus dominante, quoi. C'était déjà un contexte où elle se faisait un peu taper dessus parce qu'à l'époque, elle avait déjà le sentiment que son fandom s'était retourné contre elle parce qu'il y avait une première guerre contre les fanfictions. Elle supportait pas que les gens fassent des fanfictions, notamment les fanfictions Harry Draco, là, les fameuses fanfictions Drarry. Et il y avait eu toute une guéguerre où elle était contre les fanfictions et du coup tous ces fans qui étaient assez présents en fait. Le monde de la fanfiction s'est énormément développé avec toutes les fanfics Harry Potter, etc. Beaucoup de gens sont venus aux fanfictions, même sont venus à l'écriture par les fanfics Harry Potter et tout. Vraiment, ont découvert leur sexualité par les fanfics Harry Potter. Elle essayait un petit peu de, je crois, de faire des claims de copyright, je crois, contre les fanfics, ou alors d'interdire les fanfics, je sais plus. Mais bref, elle avait tout un truc et du coup, il y avait un peu une partie de sa fanbase qui commençait à se retourner contre elle. Et c'est là que t'avais un peu tous les débats sur la mort de l'auteur qu'elle prenait très très mal, où les gens étaient en mode théorie de la mort de l'auteur. Une fois que ton œuvre elle est dans le domaine public, enfin pas dans le domaine public au sens des droits d'auteur, mais une fois qu'elle est dans le domaine public dans le sens qu'elle est, voilà, en fait elle appartient aux gens qui la lisent et aux gens qui la font vivre, etc. Voilà. On avance un petit peu et on arrive en 2019 où elle défend bec et ongle une femme qui s'appelle Maya Forstater. Oh là là, oui. Ça, c'est vraiment le moment où vraiment il n'y avait plus aucun doute. Genre, tu pouvais te douter sur elle a liké un truc, elle a fait un truc, mais à partir du moment où elle a soutenu Maya Forstater, c'était finito. Pour vous expliquer rapidement le contexte, Maya, elle travaillait dans une entreprise qui était peut-être bien une asso d'ailleurs, mais en fait, c'est pas vraiment important. Et son contrat, il n'a pas été renouvelé. Alors, pourquoi son contrat n'a pas été renouvelé? C'est tout simplement parce qu'elle a remis en cause la transidentité d'une ou d'un de ses collègues de l'entreprise en affirmant, je cite, qu'on ne pouvait pas changer de sexe biologique. Même d'ailleurs, il n'y avait pas que ça, parce que si je me rappelle bien de toute l'affaire Maya Forstater, elle a été beaucoup, euphémisée en mode « Ah, elle a juste dit que le sexe existait ». Et pour une phrase qu'elle a dit une fois, son contrat n'a pas été renouvelé, etc. Mais en fait, en réalité, c'était du harcèlement en fait sur le lieu de travail. Elle passait son temps à harceler le collègue en question. Et je crois là où justement il y a eu la plainte qui a été déposée aux ressources humaines, c'est qu'elle a commencé à mettre des affiches anti-trans justement dans les espaces de repos, enfin à la machine à café, un truc comme ça. Enfin bref, elle était vraiment en mode militante, quoi. J.K. Rowling dit même qu'elle a été licenciée alors qu'elle n'a pas été renouvelée. Oui, c'est ça. Alors déjà il y a de ça. Déjà, elle n'a pas vraiment été licenciée, mais bon, après blâmer le capitalisme. Voilà quoi. Mais c'est surtout que, enfin, elle a été présentée comme quelqu'un qui avait juste dit quelque chose, alors qu'en fait, elle avait turbo harcelé son collègue, quoi. Et en fait, de base, son non-renouvellement, c'était vraiment un truc de harcèlement au travail, sur lequel a été rajoutée la qualification de transphobe, parce que en l'occurrence, c'était du harcèlement transphobe. Et les militants anti-trans ont totalement changé le truc en mode, en enlevant la partie harcèlement au travail, en gardant que la partie transphobie et en euphémisant la transphobie en mode, mais elle avait quand même un petit peu raison, elle a juste dit que le sexe existait, quoi. Enfin bref. Habillez-vous comme vous voulez, définissez-vous comme vous le voulez, couchez avec n'importe quel adulte consentant que vous le voulez. Alors, je suis pas d'accord sur la traduction. C'est pas sleep with any consenting adult who will have you. C'est pas juste n'importe quel adulte consentant que vous voulez, c'est n'importe quel adulte consentant qui voudra bien de vous. C'est même pire que ça, c'est vraiment en mode vous êtes tellement crade, mais si les gens consentent, faites comme vous le sentez. C'est encore plus. Mais forcer une femme à quitter son travail pour dire que le sexe biologique est réel, I stand with Maya, this is not a drill, J.K. Rowling, et donc le hashtag FreeMaya. Ce tweet, c'est son premier positionnement public transphobe au-delà des quelques tweets. Et pareil sur le truc
habillez-vous comme vous voulez, appelez-vous enfin voilà, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Tu sais, c'est vraiment un truc de globalement, les personnes trans, c'est juste des gens qui s'habillent bizarrement et qui veulent qu'on les appelle de façon bizarre, quoi. Oui, genre c'est ça, genre c'est un peu un kink bizarre que seuls des gens un peu bizarres dans leur tête veulent bien coucher avec. Mais parce que c'est déjà une image qui est, encore une fois, comme le dit Mélodie, qui est largement informée par le fait qu'elle était déjà largement dans la pipeline anti-trans et qu'elle était déjà à fond dans les forums anti-trans pour les recherches sur son bouquin, pour ces trucs comme ça, quoi. Ça ancre son air TERF. Alors, les TERF, ou les trans exclusionneries radicales féministes, en français ça veut dire féministes radicales excluant les personnes trans, c'est un courant de féminisme qui exclut les femmes trans des luttes féministes. Un courant transphobe. C'est donc un courant antiféministe. Oui, c'est un courant antiféministe. J'avais fait une vidéo à l'ancienne dessus. C'était ma toute première vidéo native. Mais oui, en fait, c'est pas uniquement que un courant antiféministe, c'est vraiment, ça appartient à un courant féministe qui a totalement foutu au sol la majorité des présupposés et des théories en fait féministes radicales en réessentialisant une grande partie. Voilà, c'est tout le truc du féminisme culturel, etc. dont je parle de ma vidéo sur les TERF. Et oui, c'est vraiment, ça fout Simone de Beauvoir en PLS en mode, c'est vraiment tout le courant du féminisme culturel qui est en mode en fait non, pour contrer le patriarcat il faut mettre en avant la culture féminine. T'es en mode, tu creuses un peu, la culture féminine c'est tout ce que le patriarcat a assigné aux femmes de pacifisme, de douceur, de créativité, et du coup c'est un peu une réessentialisation mais à l'inverse, c'est en mode genre c'est un peu bref voilà. Et basé sur, encore une fois, des campagnes de harcèlement à l'époque de femmes trans. Il y a ce tweet qui vient, dont je vous ai parlé plus tôt, le femme, là, donc je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo, et là, vraiment, ça enflamme Internet, tellement que les réactions sont vives et apparaissent directement, notamment le cast d'Harry Potter. Je vous lis un petit peu ce qui est apparu. Daniel Radcliffe s'est exprimé là-dessus en disant « Les femmes transgenres sont des femmes. N'importe quelle déclaration disant le contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres et va contre toutes les recommandations des professionnels de santé qui ont bien plus d'expertise sur le sujet que Joe et moi. » C'est aussi ça qui l'a encore plus fait vriller, c'est que déjà elle avait le sentiment de perdre le contrôle sur sa création, donc c'est-à-dire son univers avec les gens qui faisaient des fanfics, les trucs comme ça. Mais en plus de ça, les propres acteurs qui avaient vraiment incarné ces personnages et qui l'avaient fait passer largement aussi dans la postérité, etc. au travers des films, elle n'avait même pas le contrôle sur ce qu'ils disaient, etc. Ils l'ont, enfin, tu sais, genre il y avait vraiment un truc de, elle s'est sentie trahie et lâchée d'absolument partout. Bref. Watson a aussi directement réagi en tweetant « Les personnes trans sont ce qu'elles sont et méritent de vivre leur vie sans que leur existence soit constamment questionnée ou remise en question. » Rupert Grint s'est lui-même exprimé en disant « Je soutiens fermement la communauté trans. » Elle les déteste aujourd'hui, elle a même tweeté il y a pas longtemps en mode « Je regrette qu'il soit le visage du Golden Trio ». Oui, de fou, genre c'est vraiment, elle les déteste au point où elle se met à détester sa propre œuvre parce qu'ils sont dedans, genre c'est vraiment, enfin elle rentre dans des mentales. Ouais. Surtout que Daniel Radcliffe il donne toute sa thune et tout, genre c'est vraiment... Ah ouais? Là, j'ai vu une vidéo de lui où il est en mode « J'ai donné 5 millions à la communauté LGBT. » C'est pas parce que je suis LGBT, c'est pas un coming out. Mais comme J.K. Rowling, elle a fait du mal, je me tairai pas. Enfin, genre, je dis tout whipping, mais... Ok, en gros, il était en mode je suis le visage d'une licence où on a découvert que c'était une TERF après. C'est important pour moi de montrer que je suis pas avec elle. Ok, trop stylé. Elle était cute sa vidéo. Mais lui en plus, c'est un dièse où lui il est turbo malade d'un bail. Oui. Et en fait, il dépense beaucoup d'argent pour faire des recherches sur sa maladie. Et il donne beaucoup d'argent à des trucs. C'est vraiment ce philanthrope à l'ancienne. Alors que Tom Felton qui la soutient. Bah, comme par hasard, le mec qui a joué Malfoy, c'est pas le seul qui te soutient, c'est celui qui a joué le nazi, quoi. C'est vrai ça. Il y en a eu beaucoup d'autres et il y a même des acteurs du cast des Animaux Fantastiques qui se sont exprimés. Et bah notamment l'acteur principal des Animaux Fantastiques qui a littéralement incarné Lily Elbe dans The Danish Girl, quoi, qui a littéralement joué une meuf trans. Bon, il s'est pris une sauce à cause de ça, mais bon, c'est pas grave. Moi, je lui pardonne. Mais oui. Pas mal de fans de la communauté Potterhead se sont aussi positionnés à partir de ce jour et j'en ai parlé avec mes invités. Je m'appelle Alizée, j'ai été doctorante en littérature et cinéma. Et mon projet de thèse s'appelle Harry Potter à l'école du patriarcat, traitement et représentation des genres et des identités queer dans la saga Harry Potter et son univers étendu. Parce qu'en plus, il y a des turbo-représentations queer dans Harry... Et même, à l'époque, tu sais, t'avais tout un truc à l'époque où c'était un peu, encore une fois, la période un petit peu mariage pour tous, love is love et tout. Des trucs en mode, ah, parce que personne ne mérite de vivre dans un placard, avec le parallèle, vivre au placard en mode LGBT et être dans le placard comme Harry Potter, dans le placard des Dursley et tout. Oui, c'est ça, ouais, toute la métaphore du... Tu sais, genre, t'avais... Enfin, oui, enfin, tu m'étonnes que il y a toute
toute une jeunesse queer qui soit restée turbo fan d'Harry Potter parce que bah, ça a été important dans leur vie. Moi, je fais partie de la communauté LGBT, donc en plus de ça, je suis aussi impliquée dans tout ce qui est militantisme LGBT, militantisme féministe, etc. Et en fait, en 2018, ce sont les premiers échos des tweets transphobes de Rowling. Et je ne comprenais pas. Donc j'ai décidé de creuser en me disant, ben non, elle a dû être mal comprise, c'est les œillères, tu vois. Genre qui a écrit Harry Potter, tu vois, elle a écrit Harry Potter, le principe même, c'est de battre contre des discriminations. Elle peut pas être transphobe. Du coup, je me renseigne sur ce qu'est la transidentité, enfin ce que c'est, comment les gens le vivent, etc., etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est aussi le début, on n'en parlait pas encore énormément. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, je me rends compte, bah oui, elle a bel et bien dit ça, et c'est bel et bien transphobe ce qu'elle a dit. Ouais, c'était pas mal sur la table déjà en 2018. Alors, sur les personnes, en fait, en 2018, c'était un peu, en effet, la période du début de la visibilité trans, etc. Bah, tout simplement, c'était après le mariage pour tous, du coup, il y a eu de plus en plus de visibilisation, etc. Mais c'était beaucoup, en vrai, la vérité, c'était beaucoup. Alors, t'avais des trucs en mode Orange is the New Black, t'avais quand même des films et des séries avec de plus en plus de personnages trans et tout. On commençait de plus en plus à en parler, mais c'était plus sous un angle de visibilité de base, mais il y avait moins de conscience des discours anti-trans et de comment les détecter en fait. Enfin, t'avais pas mal de trucs où, enfin, tu vois, c'était encore ce truc-là de oui, ok, on parlait pas beaucoup des personnes trans. Il y avait un début de visibilité, mais c'était un peu plus limité, quoi. C'était après la loi de 2016 qui facilitait le changement à l'état civil. Ouais, mais tu vois, typiquement cette loi, elle est passée totalement en catimini. Hein. Personne n'a été au courant que cette loi est passée parce qu'elle est passée dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle où il y avait d'autres trucs dedans, etc. Et c'était aussi un peu la stratégie des milieux trans de l'époque de faire passer ça un petit peu hop sous le tapis pour éviter de lancer un débat national sur les personnes trans alors qu'il n'y avait pas encore les conditions médiatiques pour le faire, quoi. On commençait à en parler et il commençait à y avoir des trucs en mode Combini qui interviewaient des personnes trans en mode ah c'est quoi la transidentité, mais ça restait quand même un peu limité, quoi. C'était une personne qui me touchait beaucoup, enfin je regardais des interviews, etc. et vraiment c'était une femme que j'appréciais et du coup ouais c'est d'autant plus une trahison, quoi. Je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de l'Impasse des Sorciers. Et je me rappelle m'être dit, c'est quoi ça encore Enfin, tu sais, en mode, ils savent plus quoi inventer et tout. Oui, en fait, si ça avait suivi, c'est parce que il y a Daniel Radcliffe et Emma Watson qui avaient fait des communiqués. Donc, oui. Je me souviens que j'étais en mode... Et donc, du coup, après, je me rappelle être allée sur son Twitter. Belle découverte. La découverte du Twitter de Dico est en mode... Mais elle peut pas être aussi terrible que ça. Mais pourquoi les gens ils disent qu'elle est transphobe, je ne comprends pas. Et là, tu découvres son Twitter. En fait, franchement, son Twitter, il est vraiment fascinant à J.K. Rowling, quoi. Tu vois... En fait, c'est marrant parce que ça a donné aussi un blueprint de radicalisation en direct. Même si elle était déjà un peu radicalisée avant, t'as vraiment vu comment la spirale se fait. Et ensuite, quand j'ai été confrontée du coup à la véracité du propos, déception fois 1000, mais genre, mais grosse déception parce que tu vois, J.K. Rowling, moi c'était grave une figure genre de respect pour moi, je l'admirais de fou. Ouais. C'était pas rare que dans des conversations avec des copains, tu sais, quand tu poses un peu les questions, si tu pouvais manger avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, ce serait qui? C'était pas rare que je la cite, tu vois. Mais en fait, c'est là aussi je trouve ça grave bien d'avoir des gens qui parlent de ça et du fait d'assumer, de dire, mais moi, j'avais pas envie de... Oui. J'ai été déçu, c'est cool, parce que t'as des gens qui sont en mode, ah, moi, je l'ai toujours senti, c'était nul et tout. Et même des gens qui étaient fans d'Harry Potter qui vont te faire croire qu'en fait, ils ont jamais été fans, qu'en fait, c'était nul. Arrêtez. Mais oui, la vérité, c'est que J.K. Rowling, ça a été un vrai bail de déception, quoi. Je connais quelqu'un qui a connu le même parcours autour de Neil Gaiman récemment. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est aussi pour ça que, en vrai, les communautés en ligne qui étaient plus soudées autour des fanfictions, de tout ce lore-là qui avait déjà été désavoué par Rowling, ils ont été les premiers à la cancel et à pas s'étonner en fait de ces discours transphobes parce qu'ils se l'étaient déjà farci sur le truc des copyrights, tu vois. Donc t'avais un truc, je pense, les gens qui avaient déjà eu à se la farcir et à faire face à elle était un peu plus légitime à dire bon de toute façon c'est une merde que ceux qui découvraient ça tout de suite, quoi. Puis la saga a une ampleur mondiale, bah oui, de fou, ça a été quand même un événement de fou, quoi. Et en plus, c'est passé à côté du phénomène politique que de faire comme si Harry Potter n'était pas une œuvre inscrite dans le progressisme. Bah de fou. Littéralement, le mec était dans le placard, tu te bats contre les méchants et contre les forces qui veulent une pureté raciale des sorciers. Enfin, tu sais, genre voilà, c'était vraiment... Oui, de fou. Mais c'est pour ça que les fans ont été déçus, c'est parce que c'était pas une œuvre réactionnaire, en fait. Oui, c'est ça. Donc J.K. Rowling, pour calmer le feu, elle a sorti un communiqué. Je vais pas vous lire le communiqué, il y aura quelques passages, mais je vais pas tout vous lire parce que
que c'est très long, que c'est un communiqué qui soutient des thèses réactionnaires transphobes, et il y a beaucoup de chiffres qui sont pas sourcés, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Et elle a pas sorti un communiqué, elle a sorti un manifeste en fait. Genre, vraiment, elle a dit elle est terrifiante. Double down, quoi. Bref. Moi, le vrai truc qui me pose problème dans ce communiqué, c'est qu'elle justifie sa transphobie Merci, par les Régulus. violences conjugales qu'elle a subies. Oui, en fait, et c'est ça. Ça, c'est une Ah, j'avais. Non, mais Tiens, je sais que j'avais oublié ça. Non, mais je suis J'avais zappé transphobe ce truc parce que j'ai vécu des violences conjugales. Du coup, je suis traumatisée en mode ce n'est pas une femme trans qui t'a fait subir des. Et même si c'était le cas, tu devrais pas. Bah, Et parce genre, que elle, ça reste des hommes. Et Bah donc oui, c'est les ça. hommes, je pense que Mais c'est tout ça le le truc. discours interne. Alors que la vraie raison, je vous propose cette pièce à conviction. Je ne sais pas si c'est vrai, Oh mais Ah en oui, tout oui, cas, oui, je sais ce que tu vas montrer. j'estime que c'est vrai. Et dans ma tête, c'est vrai. Voilà. In 2016, I had quasi-relations with J.K. Rowling's now husband, Neil. Donc, elle a dit. En 2016, j'ai eu quasiment des relations sexuelles avec son nouveau mari. I was in London town for the very first time, and I downloaded Grindr. Heard of it? I downloaded Grindr. And in a couple pictures, he was arm in arm with a woman, and I saw half of her face in once, and I said, you know, I know my authors. That is J.K. Expelliarmus Rowling McGee. En plus, le storytelling. Oh là là. Donc voilà, donc en mode, elle était sur Grindr. Elle a match avec un mec qui avait des photos où il y avait, sur une des photos, il voyait la tête de J.K. Rowling. Du coup, elle était en mode, bon, je savais pas que c'était sa femme. Ça se trouve, il était fan, tu vois. C'est peut-être une photo de fan, c'est peut-être un Potterhead, tu vois. Après la timeline où son mari est sur Grindr avec une photo où elle est dessus, mais en même temps. Est-ce que ça m'étonnerait tant que ça? J'ai déjà vu des choses comme ça. Et puis pour moi, la thèse trans widow, pour les gens qui savent pas, les trans widow, c'est les femmes cis qui étaient en couple avec un homme. Et en fait, cet homme a fait son coming out des femmes trans. Et du coup, ce sont des veuves de trans. C'est tout un lore dans les milieux anti-trans. Bref. Mais la timeline trans widow, mais version mon mec m'a trompé avec une meuf trans, du coup je deviens transphobe. C'est très fréquent. C'est pas pour rien que les femmes trans sont renvoyées à de la violence sexuelle. Non, c'est aussi parce qu'il y a votre mec, pas à la meuf. C'est grave, c'est votre mec qui vous a trompé. Ah mais gros, c'est lui qui est un fils de pute. mais gros, c'est le patriarcat. C'est pas de la faute de la meuf, c'est grave. So we met at a bar, and then we went back to a hotel room that, of course, he paid for, and he diddled me. And I diddled him right on back. I diddled him right on back. Couple days later, I went back to the Americas. I was home in my bed, and I went on Twitter. Moi, il y a trop de détails, c'est forcément vrai. Oui. JK was furious at the transgenders. Moi, j'adore la timeline de j'ai baisé son mec, je retourne aux États-Unis, j'ouvre Twitter et je vois qu'elle en veut aux personnes trans. Oh bah alors. J'adore le truc, ça va. Le storytelling me plaît donc. Oui, le storytelling me plaît, voilà, c'est efficace. Je suspends mon esprit critique pour ce storytelling. And I couldn't think that it might have been my fault. So Neil, if you're watching, hit me up. Que ce soit vrai ou faux, très bon contenu. Et je choisis de croire que c'est la vraie raison. Parce que son excuse de oh là là, j'ai subi des violences sexuelles. Non. Ton mec était sur Grindr et il a chase des meufs trans. Bah, il pourrait même avoir fait les deux. Hein. Non, parce qu'elle, c'est son ex-mari, les violences sexuelles, et son nouveau mari, il est chill normalement, en théorie. Enfin, en tout cas, c'est pas plein de... à ma connaissance, je connais pas non plus tout. Voilà. En tout cas, c'est quand même une sacrée instrumentalisation d'un truc gravissime qui lui est arrivé. Pas oui, en vrai, c'est ça. Hein. Bah oui, c'est qu'en vrai, mais c'est un truc mais qu'on voit beaucoup dans le discours TERF, c'est de trouver finalement une solution facile à la violence masculine, mais comme on le voit dans le discours fémonationaliste, pas dans le discours fémonationaliste en soi, mais dans les gens qui se convertissent au fémonationalisme, c'est le truc de tu peux rien faire vraiment contre le patriarcat et contre les hommes puissants de ta vie, donc au moins t'as l'illusion de faire quelque chose d'utile et d'efficace en t'attaquant à plus dominer qu'eux, c'est-à-dire les mecs racisés et étrangers, c'est-à-dire les femmes trans, etc. etc. quoi. White female TERF tier, bah ouais, mais il y a beaucoup de similitudes en fait dans les TERF tiers et les white women tiers. Hein. D'ailleurs souvent ça va ensemble parce que souvent toutes les polémiques sur les femmes trans dans le sport, comme par hasard, c'est des meufs racisées, hein, Caster Semenya, beaucoup de coureuses soit afro-américaines, soit africaines, en mode elles sont un petit peu trop viriles quand même, bon, voilà quoi. D'un côté, mon intérêt pour le sujet est professionnel. Car j'écris une série de romans policiers
qui se déroule Ah à notre oui époque. Oui, bah oui. Moi, je l'ai lu, le roman où c'est une meuf trans. Oui, oui, oui. Je l'ai même écouté en livre audio. Et c'est une purge. C'est vraiment en Oui, ça a mode. l'air. Ces hommes qui se travestissent veulent en vérité assassiner des femmes parce qu'ils les fantasment et veulent leur ressembler. Oui, c'est vraiment Silence des agneaux, quoi. Genre, c'est vraiment. Oui, en voilà, fait, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est là aussi où je veux me mettre du côté des haters de Harry Potter qui sont en mode elle a tout copié, notamment de Ursula Le Guin qui est en mode. Le Guin, pardon. Ursula Le Ursula Guin. Le Guin Ursula Le Guin. Je sais pas si on dit qui Le dit qu'elle a Guin tout ou La piqué à je sais pas quel truc et que globalement elle a plagié une grosse partie de son œuvre. Et ma détective fictif est en âge de s'intéresser à ces questions et d'y être confrontée. Mais aussi profondément Le gain, personnel. oui. Pendant tout le temps que j'ai passé à faire des recherches, à apprendre, des accusations et des menaces de la part d'activistes trans sont apparues dans mon fil Twitter. J'écrivais tranquillement un livre sur comment en fait les femmes trans veulent juste buter des femmes et qu'en fait ce sont des hommes malades mentaux. Et comme par hasard, des trans se sont mis à m'insulter sur Twitter. C'est bien la preuve que ces sales trans sont dangereux. Tu sais, genre c'est vraiment genre bon, pas à nous, Joanne, pas à nous s'il te plaît. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que après, quand elle s'est pris un backlash pour son bouquin, elle a dit mais ce n'est pas un bouquin sur les personnes trans, c'est un bouquin simplement sur quelqu'un qui se travestit. Ce n'est pas. Si vous pensez que c'est le cas des personnes trans, c'est vous qui êtes transphobe. T'es en mode mais Oh là tu dis là. toi-même que tes recherches pour ton bouquin, c'était des recherches sur les personnes trans de Twitter. Donc choisis quoi. Globalement, là où elle a toujours été très mauvaise. Voilà, je ne vais pas critiquer son œuvre ou quoi que ce soit, mais là, elle a toujours été très mauvaise. Ça a été sur les justifications a posteriori. Ça, Oui, bon. oui, de fou. Parce que la meuf est transphobe et s'est embourbée là-dessus. Et, et moi, je pense que pour écrire un bouquin où tu fais un truc de tueur en série avec des personnes trans, il y a un côté un peu fétiche bizarre, elle, dans son rapport aux trans aussi. Oui, bah oui. Comme Ray Blanchard. Ray Blanchard, qui était le psychologue, qui a développé toute la théorie sur les AGP et les HSTS. En gros, c'était un psychiatre, je sais plus, qui s'appelait Ray Blanchard. Et il a développé toute une théorie sur les femmes trans, hein, voilà, attention. Qu'en gros, il y a deux types de femmes trans. Il y a les autogynéphiles et les homosexuels transsexuels. Et en gros, toute sa théorie se base sur le fait que les AGP, donc les autogynéphiles, donc généralement les femmes trans lesbiennes, hein, c'est en fait des hommes qui fantasment sur le fait de se voir en femme et qui tirent une excitation sexuelle du fait de se travestir. C'est une théorie fumeuse, hein, globalement, qui se base sur le fait que les AGP sont moches. Et de l'autre côté, les homosexuels transsexuels, où c'est des hommes homosexuels qui veulent tellement coucher avec des hommes hétéros qu'ils se transforment en femmes. Et généralement, ce sont les plus belles créatures, etc. Et en fait, tout simplement parce qu'ils fréquentaient des cabarets travestis et ils se branlaient un petit peu sur elles, tu vois. Genre, c'était... Oh là là. Et du coup, il était en mode, non, mais là. celles qui sont belles et magnifiques et les belles créatures, ce sont les homosexuels qui veulent tellement ma bite d'hommes hétérosexuels, alors que les sales AGP qui ne veulent pas de mon regard masculin et hétérosexuel, qui sont lesbiennes, elles sont moches et vieilles et berk, tu vois, genre, c'est vraiment... Donc littéralement, la théorie, voilà, c'est basé sur juste le mec qui fantasme un petit peu trop. Niveau de cringe lord. Ah mais... Laisse-nous tranquille. Mais je vous renvoie à la vidéo de ContraPoints qui s'appelle Autogynephilia, qui parle de ça. Et à beaucoup de vidéos de Cat Black aussi, qui parlent énormément des dynamiques de chaser, des mecs hétéros qui ont des kinks un peu inavouables sur les travestis et sur les femmes trans, etc. Et qui surcompensent en étant ouvertement transphobes, etc. Enfin bref, elle en parle très souvent, Cat Black, parce qu'elle est plus dans le domaine de la sexualité, des kinks, etc. Toujours dans ce même communiqué, elle reconnaît ensuite que les femmes trans sont particulièrement en danger, mais elle dit aussi qu'elles sont un danger pour les femmes biologiques. Ça, il faut les protéger, mais dans leur coin. Faut créer ce serait bien de créer des... Parce que moi, je pense qu'elle se dit, il y a les hommes dangereux, les femmes trans dangereuses parce que ça reste des hommes, mais moins dangereuses que des vrais hommes parce que j'imagine qu'elles se font sûrement taper. Mais du coup, en gros, il y a, tu vois, je pense que c'est ça, sa hiérarchie mentale peut-être. Oui, c'est hors de nos luttes, Après, elle quoi. a l'air juste de haïr singulièrement les trans, même plus que les hommes, j'ai l'impression. Hein. Oui. Maintenant, elle en est à ce point-là, quoi. Bah, en fait, si elle était full misandre, etc., je serais en mode, bon, c'est transphobe, tu vois. Mais là, elle est même pas misandre. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. En plus, elle a vraiment, tu sais, sur les mecs, elle a vraiment un discours de non, mais l'amour, et puis en vrai, les partenariats amoureux, gna gna. Tu sais, elle a même pas un discours misandre un peu radical, tu sais. Je veux donc que les femmes trans soient en sécurité. Mais pour autant, je ne veux pas que les femmes et les jeunes filles biologiques soient moins en sécurité. Lorsque vous ouvrez les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme qui croit ou pense être une femme, alors vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer.
c'est la simple vérité. Voilà, c'est en mode, je veux que les femmes trans soient en sécurité, mais les femmes trans, c'est des hommes qui veulent s'infiltrer dans nos toilettes. C'était en mode... Bon, la vérité, c'est que son communiqué affine son profil de militantisme. On a bien affaire à une militante de féminisme blanc. En fait, Oui, et puis en plus, dans tout son damage control, elle a commencé en fait à prendre le langage, tout le langage un peu des TERF, tout le langage de lobbying en fait des TERF. De dire, non mais nous ne sommes pas haineuses, we have just concerns about the trans. C'est genre, c'est un peu en mode, nous voulons leur protection, mais nous voulons aussi protéger. En fait, qui est tout un peu le discours vraiment de lobbying des TERF pour faire passer leur truc pour autre chose que de la haine, tu vois. Donc, tu sais, t'as aussi un truc de, dans sa justification, elle montre aussi à quel point elle est dans les leurs TERF parce qu'elle a aussi tout le langage de damage control qu'ont les TERF à cette période, quoi. Le féminisme, c'est un mouvement et on dit qu'il s'est fait par vagues. Il y a la première vague, au début du XXe siècle, en fait, les droits fondamentaux. Les femmes réclament le droit de vote, le droit de se scolariser, des choses comme ça, vraiment des droits qui pour nous paraissent absolument fondamentaux, mais qu'elles n'avaient pas. Et celle qui nous intéresse, c'est que dans les années 60... Et rappelle, quand on parle de vague, les gens, quand on parle de vague, on parle pas du contenu du corpus féministe de la période, même si souvent on a l'impression que toutes les féministes, elles étaient que sur les droits civiques, etc. T'avais aussi des féministes socialistes à l'époque de la première vague. En fait, quand on parle de vague, c'est plus au niveau de la mise à l'agenda politique et des de qu'est-ce qui est mis à l'agenda et quelles victoires sont gagnées. Genre typiquement, pourquoi on dit la première vague, c'est les droits civiques? Parce que c'était la lutte la plus hégémonique et la lutte principale qui a amené à des droits concrets. Et quels droits ont été soldés par cette période? C'est les droits civiques. Pareil sur la seconde vague, sur les droits reproductifs, c'est la lutte qui a été menée, la lutte qui a été gagnée. Mais pendant toutes ces vagues-là, t'avais aussi des féministes socialistes, t'avais aussi des féministes anarchistes, etc., qui se battaient pour autre chose et qui se battaient aussi pour... qui développaient d'autres corpus théoriques. Donc voilà, faut pas confondre. Quand on parle des vagues, souvent on a l'impression de... on confond un petit peu avec les courants du féminisme, alors qu'il y a des courants dans les vagues. Voilà. Et que les courants survivent aux vagues. L'écriture du féminisme en vague, c'est une façon aussi dans les mouvements féministes de solder les débats, quoi. De dire la seconde vague c'est la nôtre parce que c'est nous qu'on l'a gagnée. Et c'est un petit peu ça aussi. Il y avait un article assez intéressant en gros sur comment il y avait un enjeu derrière l'enjeu de définition de c'est quoi les différentes vagues du féminisme. T'as un enjeu pour les différents courants qui ont porté différents combats de se revendiquer comme les seuls courants en fait ayant eu un impact en fait, ayant été en fait, c'est une façon de comment dire, de créer a posteriori une unanimité et d'effacer les débats qui peuvent y avoir à l'intérieur du féminisme aussi. Donc bon, il y a beaucoup de débats sur la définition des vagues globalement. Il y a une deuxième vague féministe où là, on demande le droit à l'avortement, les luttes contre les violences conjugales, l'accès au monde du travail sans les hommes, etc. Donc là, c'était plus une vague dans le privé. Le privé devient public, le privé devient politique. On veut plus de droits extensibles. Et en fait, cette vague, elle frappe fort. Et c'est dans cette vague-là que pour moi, Rowling est restée. Parce qu'en fait, elle garde cette idée de les femmes ne doivent pas être enfermées dans la maternité. Du coup, les femmes, elles sont fortes. Les femmes, elles peuvent faire. Indépendantes. Oui, exactement. Et c'est tout à fait vrai. Sauf qu'en fait, en faisant ça, la seconde vague a laissé toute une partie du féminisme derrière qui a été rattrapée par la troisième vague. Cette troisième vague-là, en fait, elle a amené autre chose. Elle a amené les droits des personnes queer, les droits des personnes LGBT qui sont entrés là-dedans. Et c'est pas tant les droits, enfin, comment dire, il y a eu quelques droits qui ont été grattés, mais ça a été surtout l'émergence du mouvement queer. Et en fait, ça a été aussi l'aboutissement de tout ce que pendant la fameuse seconde vague, la question du droit à l'avortement, le privé et politique, la question de l'accès à la contraception, etc., c'était aussi dans des débats internes sur qu'est-ce qu'on fait de la biologie des femmes. Qu'est-ce qu'on fait de l'analyse que les femmes sont opprimées en raison de par leur capacité reproductrice et en raison ou non de leur capacité reproductrice. Et ça a été tout le débat de d'où vient le patriarcat. Est-ce que le patriarcat vient de la peur des hommes, de la puissance créatrice des femmes, ce qui peut être une raison. Est-ce que ça vient d'autre chose? Qu'est-ce qui fait le terrain commun de la domination des femmes? Et en fait, là-dedans, tu as eu beaucoup de débats parce que quand Beauvoir, elle dit aucun destin biologique ne peut expliquer le destin de la femelle humaine, etc. Enfin voilà, quand elle dit ça, elle dit bah non, en fait, les femmes sont pas déterminées par leur biologie, mais elles sont dominées en raison de leur biologie. C'est-à-dire que la biologie va être la justification à leur domination. Et du coup, ça arrive finalement à une conclusion de bah du coup, il faut dénaturaliser la biologie. Et du coup, en fait, là-dedans, tu avais énormément de débats en fait dans les courants féministes. On a qui disaient non, il faut revendiquer notre biologie, il faut revendiquer le fait que
notre utérus est puissant et sacré, etc. Et c'est à partir de ça qu'on va lutter. Et d'autres qui disaient, bah non, il faut se détacher totalement de la biologie, de la dénaturaliser et montrer qu'en fait, finalement, le destin genré des femmes est une affaire purement de rapport de force, de rapport social, politique, etc., etc. Et en fait, l'aboutissement de tout ça, ça a été le début des Women's Studies, des Gender Studies, des théories queer, l'émergence de cette pensée encore plus radicale au niveau des rôles de genre, qui va encore plus dans le rapport à l'artificialité des rôles de genre, parce que ça va aller jusque dans la performance de soi, le genre comme performance, le genre comme forme de langage, plus que d'expression d'une réalité biologique ou quoi que ce soit, etc. Quand on parle des différentes vagues, c'est intéressant en termes de moments de lutte, mais ça permet pas de comprendre aussi les contradictions qui se sont jouées à ce moment-là. En fait, la troisième vague, elle se voulait un petit peu on reprend tout, c'est-à-dire que c'est convergence des luttes, intersectionnalité. Et en gros, ça, c'était le leitmotiv de la troisième vague. Oui, et parce que la troisième vague, c'est aussi le truc le manifeste de je suis la troisième vague, on est la troisième vague, etc. C'était aussi le truc de on a eu les droits civiques, ça n'a pas changé. On a eu nos droits reproducteurs et encore, faut encore se battre pour. Et c'est encore retourné contre nous. Donc, faut tout reprendre à l'envers, faut tout prendre dans sa globalité, en mode on peut plus faire de lutte sectorielle. C'est aussi pour ça que quand les gens ils disent on est dans la quatrième vague, la cinquième vague, en vrai on n'a jamais vraiment dépassé la troisième vague, parce qu'on est encore dans le débat de est-ce qu'on essaye d'amener la lutte vers un truc global contre le patriarcat, quitte à perdre en spécificité, ou est-ce qu'on se reconcentre sur des spécificités, quitte à avoir des victoires qui ne sont pas satisfaisantes en fait, au passage. Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième vague qui a commencé, en tout cas on est encore en plein dedans et c'est presque encore les débuts, donc on est en train de l'étudier. Mais la quatrième vague a commencé avec MeToo en 2017. Et en fait, cette vague-là se veut encore plus intersectionnelle. Et du coup, aujourd'hui, la quatrième vague se veut à la fois féministe, LGBT, antiraciste, mais aussi et surtout anti-guerre, écolo. Mais c'était déjà le cas de la troisième, et c'était déjà le cas de la seconde. En fait, c'est ça qui marche pas dans la catégorisation en vague. Désolé, je fais que pinailler, on va revenir sur J.K. Rowling après. En plus, j'ai l'impression que ton avis sur les vagues, c'est un truc tellement pointu. Oui. Parce que je pense que pour les gens, ça permet de un peu comprendre que, tu sais, même ça permet de sortir de l'idée de l'unicité du féminisme. Oui, comme ça. Ce truc, tu vois, et de comprendre que ça, tu vois, c'est ça, et que ça a évolué, qu'il y a que les vagues presque, c'est caricatural, mais peut-être qu'elles illustrent les choses qui ont été les plus importantes dans certains moments. Ouais, elles tu vois, illustrent il y les a un rapports de côté... force. Et en vrai, si tu veux parler en termes purement de rapports de force, si tu veux parler d'une troisième vague dans les années 90-2000, ça a été issu du féminisme institutionnel en fait, qui a culminé avec les années Obama, les années très libérales, etc. Et MeToo, c'est plutôt la construction d'un front plus contre-hégémonique, puisque c'est aussi la période Trump, c'est aussi la période de on revisibilise la banalité du viol, l'aspect systémique du patriarcat, etc., etc. Mais là, ce qui m'agace, c'est que sur le truc anti-guerre, en fait, t'as toujours eu un courant féministe anti-guerre. La fameuse seconde vague, elle est née aussi dans le contexte des luttes de l'année 68, où il y a eu des luttes absolument partout et qui étaient des luttes anti-guerre. Des luttes contre la guerre au Vietnam, des luttes contre l'impérialisme américain, qui étaient aussi très très présentes aux États-Unis. Donc en fait, la mouvance en fait anti-guerre a toujours été présente, mais même elle a été présente dès la première vague en fait. Les mouvements pacifistes, c'était presque les moments dans lesquels les féministes arrivaient à atteindre la scène internationale justement et à faire valoir. Et d'ailleurs, il y avait des gros débats dans les mouvements pacifistes sur est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux femmes dans les assemblées générales des mouvements pacifistes. Parce que si tu donnes le droit de vote aux femmes dans ces assemblées générales, ça veut dire que ton mouvement se positionne pour ou contre le droit de vote des femmes, puisque tu considères que les femmes peuvent voter. Et donc tu avais vraiment des débats dans les mouvements pacifistes. Non, mais là, je vous parle des années 1910, là, je vous parle même de la fin du 19e siècle, vraiment le tournant du 19e, 20e siècle, bon, on a des femmes, elles sont bien utiles, elles font le taf, même si voilà. Mais du coup, est-ce qu'on les laisse voter, quoi? Est-ce qu'on les laisse voter parce que ça partirait du principe que parce que ça risquerait de cliver les hommes du mouvement qui sont pas d'accord avec le droit de vote des femmes, tu vois. Donc bref, il y a toujours eu une hybridation entre le féminisme et le pacifisme. Et donc c'est pour ça que ce truc-là qui vise à élargir, et la troisième vague, c'est l'intersectionnalité, et la quatrième vague, c'est encore plus d'intersectionnalité, et en plus tu rajoutes la guerre. Je trouve que c'est là que la logique des vagues atteint son épuisement en fait. Pareil, l'anticapitalisme, c'est oublier que quand on parle de féminisme radical, de base c'était un féminisme marxiste, un féminisme socialiste, et qui a été aussi énormément battu en brèche sous le macartisme, si on veut parler des États-Unis, mais qui est resté par exemple assez vivant en France avec le féminisme matérialiste, les Christine Delphi, etc., qui rajoute à l'anticapitalisme, avec les féministes marxistes aussi, les Federici, etc. Donc il y a toujours eu un féminisme marxiste, anticapitaliste. En fait, parce que ce dont on a besoin aussi, je trouve, dans les luttes, et là j'inclus aussi dans les luttes LGBT, c'est pas de créer des ruptures, c'est aussi la perpétuation et la permanence dans l'histoire. C'est que si on a l'impression de devoir réinventer l'eau chaude et devoir créer une nouvelle vague de toutes pièces,
bah, on perd aussi la continuité dans les luttes et on perd cette opportunité aussi de faire des luttes actuelles, une itération et un agrandissement et une nouvelle étape en fait de ce qui a été théorisé depuis des années. Putain, si seulement t'avais une chaîne YouTube où tu pourrais faire une vidéo bien construite sur c'est quoi les vagues du féministe, à quoi ça sert, ça serait fou, putain. Je profite de ce moment féminisme blanc dans ma vidéo pour vous rediriger vers une autre chaîne YouTube, donc qui est la mienne, puisque oui, j'ai ouvert une autre chaîne YouTube pour parler de sujets un peu plus globaux de société, etc. En tout cas, on va reprendre. Je vous l'ai dit plus tôt, pour militer, J.K. Rowling, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire écrire. En septembre 2020, elle sort Troubled Blood, 5e opus de son projet, Les Enquêtes de Cormoran Strike. Donc c'est la fameuse série de livres policiers dont elle parlait plus tôt. Série qu'elle écrit sur son 2e nom de plume, Robert Galbraith. Donc c'est pas un nom anodin, hein, c'est le nom d'un psychiatre américain qui était adepte des thérapies de conversion par électrochoc pour les personnes homosexuelles. Et ça voilà, c'est vraiment, t'es en mode, mais attends, mais d'où tu C'est choisis incroyable, ça hein. comme pseudo? On parle d'un roman qui met en scène un tueur en série qui s'habille en femme pour attirer ses victimes. On peut y lire des conneries du style « Avec une perruque, un peu de rouge à lèvres, elle pense que vous êtes inoffensif, bizarre, voire même queer ». Une C'est vraiment un bouquin juste ultra transphobe, quoi. Genre, c'est. phrase qui vient du personnage principal. Voilà, on parle pas d'une petite référence, d'un easter egg. Voilà, c'est vraiment son obsession et c'est de ça que parle le livre. À ce moment-là, les personnes qui suivaient à l'époque J.K. Rowling et qui commencent à voir un petit peu ses propos, ils lancent un hashtag symbolique qui s'appelle RIP J.K. Rowling. Voilà, pour expliquer que l'ancienne Joanne est morte. Bah, c'est comme tout le truc de la mort de l'auteur, etc. C'est un peu en mode bon, allez, hop. Même des gens qui commençaient à être en mode à faire des blagues en mode oh là là, Harry Potter, incroyable saga de bouquins qui a émergé de l'éther et du néant. D'ailleurs, il y a encore un mystère sur d'où vient cette saga de bouquins. Personne ne sait qui l'a écrit, etc. Genre, tu sais, qui faisait des vannes en mode oui, personne ne sait qui a écrit Harry Potter. Voilà, il n'y a pas d'auteur. C'est un auteur mystique. Vous reprendrez bien une couche de dégoût. Allez, c'est pour moi. On va passer à ce tweet où J.K. Rowling porte un t-shirt à message avec écrit dessus « Cette sorcière ne brûlera pas ». Elle a suivi d'un commentaire « Quand un t-shirt parle pour vous ». Bah oui, quand on voit ce tweet, on se dit bon bah c'est un t-shirt féministe un peu goofy, rien de dramatique. Sauf que là encore, il suffit de cliquer sur le lien de la boutique en ligne pour se rendre Oui, les compte gens disaient que Hatsune Miku avait écrit Harry Potter, oui, de fond. du problème. À l'époque, on pouvait trouver des badges avec écrit dessus « Désolé pour ta bite, mec ». Ou encore « Les hommes trans sont mes sœurs ». Ah oui, non mais c'est... Oh là là. Oh, mais c'est... Trans men are my Ah. sisters. Enfin, c'est vraiment genre... En plus, avec le petit drapeau, du coup, comme ça, de loin, tu dis « Ah là là, c'est un truc un peu pro-trans » et tu te rapproches et c'est... Enfin, bref, c'est... Ah, c'est immonde. Ah ouais. Aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve sur ce magnifique site. Toutes sortes de choses, des badges, des t-shirts, bref, tout un tas de merch avec écrit dessus « Salut, mes pronoms sont basés en fonction de mon sexe ». Mes pronoms sont basés sur la base de mon sexe, comme mon oppression. Et je reviens du coup à pourquoi c'est important aussi tous ces débats dans cette fameuse seconde vague du féminisme, etc. sur d'où vient l'oppression des femmes. Parce qu'en fait, ça va aussi après dicter de si l'oppression des femmes vient purement de leur biologie, dans ce cas, elles peuvent être encore plus réenchaînées à leur biologie et du coup, les femmes trans n'existent pas, etc. Bon, bref. Le fameux t-shirt que porte fièrement J.K. Rowling, et il y a un sinistre écho à ce moment-là parce que quelques mois plus tôt, il y a un massacre de personnes trans qui ont été brûlées vives. Voilà, le timing est vraiment très mauvais, même si on pense qu'à la base, elle a plutôt porté ce t-shirt en référence à la chasse aux sorcières sur les personnes transphobes. Oui, elle était en mode. Et d'ailleurs, c'est pareil, ContraPoint, ça fait a fait, je crois, une vidéo en 2 parties là-dessus de Witch Trials of J.K. Rowling, où elle revenait un petit peu sur tout ce truc de chasse aux sorcières, etc. Mais oui, elle était vraiment là, c'était vraiment la période full victimisation, en mode ouin, regardez, je subis la pression misogyne du lobby transactiviste. Bref. On passe à 2021, et pour J.K. Rowling, évidemment, le combat continue. Je vais choisir cet événement parce qu'il marque un tournant politique dans le message de J.K. Rowling, même si tout ça c'est politique depuis le début. Mais cette fois-ci, ça devient institutionnel parce que J.K. Rowling, elle va choisir de prendre la défense d'une parlementaire britannique qui s'appelle Rosie Duffield. Alors je vous le donne en mille, elle a liké les tweets d'un militant anti-trans américain. Alors en fait, cet homme, il a notamment poussé des personnes trans au suicide, et donc il a aussi été arrêté pour avoir proféré des menaces terroristes, parce que, je cite, il avait en effet parlé d'assassiner 2 personnes et de se rendre dans une école pour y déclencher une fusillade. Donc... Et attends, et Rose Duffield, c'était pas elle ce qui était au parti travailliste et qui a un petit peu lancé la conversion anti-trans sur fond de vague anti-Corbyn à l'époque, je sais plus. Je crois que c'était elle. C'est elle, ok, d'accord. Donc en fait, Rose Duffield, c'était une parlementaire du parti travailliste. Après toute cette affaire avec ses tweets, etc., il y a une partie de son cabinet qui a posé sa démission parce qu'il était en mode non, en fait, elle est transforme en fait. Et c'était un peu la vague où c'était la période encore où Corbyn était à la tête du parti travailliste et Keir Starmer, l'actuel Premier ministre de Grande-Bretagne, essayait un peu de le dégager. Il y a eu tout le truc, tout le procès en antisémitisme de Jeremy Corbyn qui avait en réalité juste pour but de le dégager, en fait, de tuer l'aile gauche du parti travailliste.
Ça a été beaucoup documenté, etc. Il y avait un article de Jacobin. Et en fait, ça a été un petit peu le moment où je vous parlais du fait qu'au Parti travailliste, tu avais toute une base un petit peu TERF. Et sous Corbyn, comme un peu toute la nouvelle génération, même autour du mouvement Momentum, qui était un petit peu son mouvement un peu populiste à côté du Parti travailliste quand il était à la tête du parti, etc. Qui était un mouvement très très jeune, très très queer, très pro-palestinien, très pro-trans, etc. Et en fait, quand Corbyn a été dégagé, quand ils en ont profité pour dégager toute l'aile gauche du Parti travailliste, et donc toute l'aile corbyniste, ça a été aussi le moment pour les TERF à l'intérieur du Parti travailliste de reprendre le pouvoir et de se greffer en fait à l'initiative de Keir Starmer de dégager Corbyn pour imposer, on va dire, une hégémonie anti-trans au sein du Parti travailliste. Et donc cette fameuse Rose de Field a été instrumentale là-dedans justement, et c'est elle un petit peu qui a mené toute la lutte pour le tournant définitivement TERF du Parti travailliste. Voilà. Enfin, c'est pas la seule, mais en tout cas c'est au travers de cette affaire-là que, en se victimisant, elle a permis de dire ouah, les méchants gauchistes du Parti travailliste, et Corbyn c'est horrible, il est antisémite, et en plus je suis sûr il aime pas les femmes parce qu'il y a des trans dans son mouvement. Donc ni Rosie Dufield ne voit un problème à s'associer à ce mec, ni J.K. Rowling ne voit un problème à défendre cette même personne qui défend indirectement cet homme. Tout va bien, hein. En tout cas elle le soutient quelques jours après avoir émis l'argument que les militants pour les droits des personnes trans sont dangereux, car certains d'entre eux profèrent des menaces de mort. Des lulus complètes, c'est la période où ça prenait toutes les photos de manifs en mode punch une TERF, avec des meufs trans qui étaient en mode batte de baseball, en mode ouais vas-y on nique les TERF, etc. Et c'est en mode regardez la violence. Ouais. 2021 a fait pas mal de dégâts, 2022 aussi. Ça commence à propos d'une prise de parole d'un parti de gauche pour la journée internationale du droit des femmes, donc le 8 mars. Il y a une femme du parti de gauche des travailleurs qui est chargée de l'égalité homme-femme. En donnant une interview pendant ce jour-là, elle aurait déclaré que être une femme, ça dépend du contexte médical, légal et sociétal. Et J.K. Rowling a déformé ses propos en tweetant: sous un gouvernement de gauche, cette journée serait celle des personnes dont on ne doit pas prononcer le nom. Et donc voilà, donc J.K. Rowling elle-même a pesé aussi de tout son poids dans les débats du Parti travailliste et dans le fait d'imposer la ligne TERF, etc. Enfin, vraiment la conversion du Parti travailliste à la transphobie est liée aussi à J.K. Rowling. Voilà. Alors on foutu ces sales pattes partout. Hein. En avril 2022, le gouvernement britannique essaye de faire passer une loi pour autoriser les thérapies de conversion sur les personnes trans. Donc une thérapie de conversion, parfois appelée thérapie de réorientation sexuelle ou bien encore thérapie réparatrice par ses défenseurs, comme J.K. Rowling apparemment. C'est un ensemble de traitements pseudo-scientifiques d'origine diverse utilisés dans le but controversé de tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne de sexualité queer à l'hétérosexualité, ou alors dans ce cas de changer l'identité de genre d'une personne de transidentité à la cis-identité. En tout cas, ça prend des formes plus ou moins violentes, comme on peut parler d'électrochoc, de je ne sais de privation de sommeil notamment, d'injection d'hormones, de prières obligatoires, voilà, quelque chose d'assez archaïque. Et puis même les thérapies de conversion, outre les électrochocs, c'est juste une séance avec un thérapeute qui te fait te faire sentir ultra mal, quoi. Je trouve qu'il y a un spectre de la thérapie de conversion, c'est bien qu'il y ait des lois qui l'interdisent, etc. de façon large, notamment pour les cas les plus clairs de domination, notamment d'un soignant sur un patient, d'un conseiller spirituel infidèle, etc. Mais t'as aussi en fait... L'homophobie, c'est une thérapie de conversion à domicile en fait. Quand tes parents ils te disent fais pas ta tapette, quand ils t'inscrivent au foot parce que t'es un peu trop féminin et que tu veux faire de la danse, bah, c'est déjà une forme de thérapie de conversion en fait. Parce que les homophobes, enfin l'homophobie intrafamiliale et l'homophobie en règle générale, c'est aussi un truc qui vise à dissuader les gens d'agir sur leur désir homosexuel, quoi. Donc bon, il y a aussi, pour moi, la thérapie de conversion, c'est vraiment un spectre qui permet aussi de donner une nouvelle lueur en fait à la réalité de l'homophobie, qui est en fait une forme de thérapie de conversion systémique, quoi. Donc, vous allez me dire quel est le rapport avec J.K. Rowling? Cette jeune femme qui disait pourtant marcher aux côtés des femmes trans dans son communiqué de 2020, elle organiserait un grand repas avec des figures TERF, comme la fameuse Maya, qu'elle avait défendue des années auparavant, pendant que les personnes trans et queer défilaient dans les rues pour s'opposer à cette loi. Voilà, pour quelqu'un qui marche aux côtés des personnes trans et queer, c'est discutable. Encore une fois, le temps passe et l'auteur s'allie avec des figures d'extrême droite. Bah oui, parce que c'est assez lié en fait. En octobre 2022, par exemple, elle s'affiche sur Twitter avec un t-shirt à message, décidément. Ce t-shirt à message, il porte le nom de Nicola Sturgeon, député du Parti social-démocrate. En tout cas, la personne qui vend le t-shirt que porte fièrement J.K. Rowling, elle s'appelle Posy Perker, et on peut retrouver sur son compte Facebook des Barbies nazies, ou encore des déclarations comme quoi que le droit à l'avortement pouvait être sacrifié. Et Posy Perker qui avait fait un appel solennel aux hommes qui portent des armes aux États-Unis
États-Unis d'aller pourchasser les personnes trans aux toilettes. Mais non. Sous-entendu, si. En mode, Badama. les hommes qui carry des armes, défendez-nous. Donc en mode, sous-entendu, de rentrer dans les toilettes des meufs et de buter des meufs qui le considèrent. Mais oui, Posy Parker, mais elle, oui, c'est une foule nazie. Elle. Bah, et tu vois, quand Marguerite Stern, elle s'était montrée avec sa coupe de cheveux, un petit peu en mode pareil, avec des gros rouleaux dans les cheveux, etc. Moi, j'ai tout de suite été en mode, ok, elle s'est fait une coupe de cheveux à la Posy Parker, quoi. Parce que là, ouais, on va pas trop sur cette image. Mais genre Posy Parker, elle a vraiment une coupe à la Marilyn Monroe avec les cheveux bien roulés comme ça, etc. Et Marguerite Stern, elle s'est fait cette même coiffure et je suis en mode bon, allez. En tout cas, en été 2022, J.K. Rowling, elle va publier la suite de sa série Les enquêtes de Cormoran Strike. Et bien cette fois-ci encore, ça raconte l'histoire de Eddie Ledwell. C'est une créatrice de dessins animés sur YouTube et elle est violemment attaquée et harcelée à cause de propos racistes et transphobes qu'aurait tenu l'un de ses personnages. Traquée par une personne anonyme, la vidéaste est finalement retrouvée assassinée dans un cimetière. Genre elle est tellement obsédée qu'elle est en mode regardez, je vais écrire l'histoire de quelqu'un qui s'est fait tuer par des transactivistes parce qu'ils l'ont critiqué sur internet. Oh là là, mais ça va avoir un psy en fait, genre. Pour moi, la Warner n'a pas de. La Warner, c'est comme si qu'elle répondait pas, mais est-ce qu'elle répond quand même ou... En fait, elle a répondu, mais de façon très tiède. Et pour moi, il y a une explication simple, c'est que la Warner est une entreprise dans un monde capitaliste et que du coup, tant que ça ne leur coûte pas d'argent, ils vont pas se mettre d'un côté ou de l'autre et du coup, forcément, ils seront du côté de Rowling. Ils vont être du côté de la poule aux œufs d'or. Alors, c'était sur Hogwarts Legacy, c'était à cette période-là. On peut citer le président de la Warner Bros. Game, alors c'est Warner Bros. Game, excuse-moi, l'éditeur du jeu qui a déclaré « J.K. Rowling a le droit d'avoir ses opinions ». Voilà. Donc c'était sa seule réponse. Et après, leur autre réponse a été de dire « Mais de toute façon, elle n'est pas impliquée dans le développement du jeu ». Ça pour un jeu de merde en plus. Oui, malheureusement, moi j'ai un bon jeu Harry Potter en monde ouvert, ça a toujours été mon rêve. Mais pareil. Enfin, moi je trouve que c'est un argument qui est pas recevable. Déjà, les gens qui ont travaillé sur le jeu ont déjà été payés. La vérité, il fallait le pirater quoi. Globalement, c'est vraiment pirater si vous voulez y jouer. Il n'y a pas le fait que de financer J.K. Rowling qui est problématique. Il y a aussi des gens dans le jeu qui sont problématiques. Enfin, je sais plus son nom exact, mais il me semble que c'est un doubleur en VO, genre qui est un gros supporter de Trump et tout. Après, oui. Après, le truc de trouver le doubleur problématique, moi je comprends. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de jeux où tu vas avoir des gens de droite qui travaillent dessus, quoi. Oui, la vérité, oui. Après, je comprends quand c'est un jeu Harry Potter, t'es d'autant plus suspicieux, tu vois. Genre, oui, mais après, c'est pas non plus sur ses opinions politiques qu'il a été casté, quoi. Enfin, j'espère. Oui, et puis en vrai, ils ont essayé de faire des trucs entre guillemets. Oui, t'as un personnage de meuf trans. T'as des trucs un peu. En fait, c'est vraiment. Il a le cul entre deux chaises sur le wokisme et le LGBT washing, comme il dit, quoi. Genre, c'est vraiment, ouais. Un personnage trans dans Hogwarts Legacy. Mais même ce personnage trans a réussi. Genre, je sais pas si c'était volontaire ou s'ils sont vraiment super stupides. Je pense qu'il y avait une volonté mesquine. Mais ce personnage trans en soi a un côté transphobe. C'est une femme trans qui s'appelle. Attends, parce que j'ai le nom. Non, son prénom c'est Sirona, son nom de famille c'est Ryan. Sauf qu'on est dans Harry Potter. Quand tu ne connais pas bien une personne, tu l'appelles par son nom de famille. Genre Potter, Weasley, etc. Ça se voit, c'est un trope qu'on a dans toute la saga. Du coup, ce personnage trans, tu vas l'appeler Ryan. Et surtout que Sirona Ryan, il y en a qui ont dit que ça faisait Sirona, ça s'écrit S-I-R-O-N-A. Ouais. Mais du coup, en abrégé, ça fait Sir Ryan. Non, mais et puis pareil aussi. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Ça me paraît être un peu. Après, je pense que ça doit être. Après, je comprends. En fait, je comprends les red flags. Mais... Non, mais après, je comprends, genre genre. Après, en fait, pour moi, ça rejoint le truc de base de globalement les persos trans sont mal écrits partout. Oui, voilà. Après, moi, des fois, je suis trop naïf. Oui, pareil. Je me dis, non, mais là, attendez. Oui, c'est ça. Moi, je me dis, mais les gens sont pas assez fous pour faire un truc comme ça. Et des fois, je suis surpris. Donc bon, les noms dans Harry Potter, c'est plus ou moins un problème. Oui, c'est vrai que oui, globalement, Cho c'est comme Cho Chang, oui, c'est ça. Shacklebot. Genre bon, c'est. Oui, c'est vrai que oui. Ils ont appelé un personnage noir Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt. Enfin bref, c'était un peu un truc bon. Je comprends pas, moi, j'ai pas la ref anglaise. Shackle, c'est des chaînes. C'est genre les chaînes en mode des esclaves, quoi. Mais non, arrête, c'est ça, boulet de chaîne. Arrête. Si, boulet de chaîne. Non, mais vraiment? Oui. Mais non, vraiment? Oui. Bon, vas-y, non. Plus grave encore, souvenez-vous de Madame Barbie Nazi. Eh bien, sachez qu'en mars 2023, elle a cité Mein Kampf dans un de ses événements. Voilà, cette dame, elle est à la tête de milices néo-nazis. Voilà, et puis elle fait des trucs du genre des saluts romains. Ça, c'est les potes de J.K. Rowling, ça. Et ben, putain. Ah, et ça, c'est les potes de J.K. Rowling, ouais. The big lie. The big lie was first described by Adolf Hitler in Mein Kampf. Voilà, c'est vraiment le big lie. C'est voilà, Adolf Hitler dans Mein Kampf, il parlait du big lie. Bah, pareil, il y a un big lie sur les trans, quoi.
Genre en mode on nous ment, comme disait Hitler, quoi. Eh ben, sachez qu'elle affichait son soutien à cette femme après le shitstorm qu'elle s'est pris. Bah oui, tout est normal, elle a aussi tenu des propos négationnistes. Je parle de J.K. Rowling là. Hein. Oui, les propos négationnistes, c'est quelqu'un qui lui a attrapé sa veste sur Twitter parce qu'elle était en mode je ne crois pas que les personnes trans aient été. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui faisait un lien entre l'antisémitisme et la transphobie, enfin je sais plus. Je ne crois pas que les personnes trans aient été. Dans les camps pourchassées, etc. Et quelqu'un qui lui a dit si, littéralement, dans les camps, le triangle rose, le triangle c'est noir. pas là où elle dit non, mais c'est juste qu'ils étaient gays, un truc comme ça. Non, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui a dû répondre ça. J'ai vu quelqu'un d'autre avoir cet avis-là de dire c'est pas les trans n'étaient pas opprimés parce que trans, mais juste parce que c'était des hommes gays. Non, elle était en mode c'est genre oh là là, c'est ça n'existait pas quoi. Fantasme, c'est voilà, genre, je crois que les gens avaient ressorti les images de l'autodafé de Magnus Hirschfeld, un truc comme ça, enfin je sais plus. Bref. C'est presque à se demander si J.K. Rowling ne porte pas un Horcrux depuis toutes ces années. Et en fait, ça s'est pas arrêté là puisqu'elle a continué à tweeter. Bonne fête des parents qui accouchent à tous ceux dont les gros gamètes ont été fécondés, donnant naissance à des petits êtres humains dont le sexe a été attribué par des médecins faisant des suppositions principalement chanceuses. Regardez, je fais une petite blague sur les fait qui veulent pas dire les femmes. Appeler un homme ne signifie pas intimider ou se faire violence. Les hommes hétérosexuels travestis sont actuellement l'un des groupes démographiques les plus flattés et les femmes ne sont pas obligées d'applaudir ce qu'il était encore une fois. Ce truc l'un des groupes démographiques, rien que le terme groupe démographique, tu sens la notion d'envahissement. Ah mais oui. Tu sens la notion de reproduction, du fait que ça pullule, tu vois, tu sais, il y a un truc vraiment dans le terme choisi, quoi. Mais ouais, mais parce que t'as, comme j'ai dit dans ma vidéo sur les TERF, mais t'as un fantasme du grand remplacement chez les transphobes, quoi. C'est vraiment en mode les trans qui vont remplacer les vraies femmes, quoi. La dernière chose dont je vais vous parler, elle est plutôt récente. C'est apparu pendant que j'étais en train d'écrire cette vidéo et restez concentrés parce que c'est un fait extrêmement choquant. Le 19 avril 2025, il y a une loi qui est passée. Et cette loi, c'est pas n'importe laquelle. C'était une loi qui était en projet depuis 2018 et qui était portée par une association qui s'appelle For Women Scotland. Cette association, c'est une association TERF et transphobe assumée. Le rapport avec J.K. Rowling, c'est qu'elle a financé cette association, de ce qu'on sait, au moins à hauteur de 80 000 €. Et puis cette loi est passée. Non, oui, parce qu'en fait, jusqu'ici, l'Écosse était particulièrement pro-trans. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu le t-shirt Nicola Sturgeon, le t-shirt qu'elle avait tout à l'heure là. C'est en fait parce que pourquoi elle s'attaquait spécifiquement à Nicola Sturgeon, qui était la première ministre d'Écosse. Parce que Nicola Sturgeon, elle était pro-trans, tu vois. Elle était en mode, non, parce qu'en plus, il y avait tout un enjeu en fait aussi lié à l'indépendance de l'Écosse. C'est qu'en Écosse, les indépendantistes sont plutôt majoritaires. Et la toute première fois que la couronne britannique a utilisé un droit de veto, parce qu'en fait, en théorie, la couronne britannique a un droit de veto sur n'importe quelle loi qui serait passée par un royaume fédéré du Royaume-Uni, quoi. Pas la couronne, mais le Premier ministre. C'est pas la couronne. Ok, donc oui, c'est le Premier ministre, pardon. Et la première fois de toute l'histoire du Royaume-Uni où ça a été utilisé, ça a été pour bloquer une loi facilitant le changement de sexe à l'état civil pour les personnes trans. Mais en fait, c'est le Premier ministre a activer ça contre l'Écosse là-dessus. Donc en fait, c'est aussi il y a une mise ensemble en fait de la lutte pour les droits des personnes trans et de la lutte de gauche indépendantiste en Écosse, etc. Parce que on va dire quand t'as le même ennemi, c'est plus facile de fédérer. Et c'est pour ça aussi que J.K. Rowling a mis en place une campagne intense contre Nicola Sturgeon, contre une grosse partie de la gauche écossaise, etc. Et c'est pour ça qu'elle a énormément financé For Women Scotland. C'est que l'Écosse était identifiée vraiment comme le bastion au niveau des droits politiques, au niveau des droits civiques, le bastion pro-trans du Royaume-Uni, quoi. Aujourd'hui en Angleterre, on est une femme seulement si on est cisgenre. Une loi liberticide au possible que J.K. Rowling a non seulement financée, mais en plus fêtée sur Twitter avec ce tweet sur lequel on la voit à bord de son bateau, gros cigare à la main, avec écrit « J'aime quand un plan se concrétise, #Cour suprême, #droit des femmes ». Et donc ça voilà, j'avais fait un best-of sur ma chaîne YouTube là-dessus si vous voulez rentrer plus dans le détail de cette loi. Mais oui, globalement, TERF Island, c'est vraiment concrétisé, réalisé à ce moment-là, quoi. J'en ai terminé pour ce que j'ai décidé de relever du parcours militant de J.K. Rowling. Un truc supplémentaire dont Mélodie a pas parlé, c'est que notamment dans toute sa bataille, notamment pour légitimer For Women Scotland, donc cet assaut TERF, etc., et contre Nicola Sturgeon, contre l'Écosse. En Écosse, la plupart des foyers pour les femmes battues, les femmes victimes de violences domestiques, respectaient la loi et donc étaient ouverts à toutes les femmes. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait J.K. Rowling ? Elle a soutenu des associations pour l'ouverture d'un foyer qui n'accueille que les femmes cisgenres. Quelle femme qui a été victime de violences sexuelles a envie d'aller dans un foyer où on va vérifier ses organes génitaux avant de voir si on peut l'accompagner, quoi. Genre, c'est... Et si autant de personnes de la communauté queer trans suivaient J.K. Rowling, c'est parce que son œuvre, à la base, elle est assez inclusive. Elle a parlé à tout le monde. Ça, c'est ce que je me disais avant de faire mes petites recherches sur cette vidéo. En réalité, quand on analyse l'œuvre et quand on regarde un petit peu le parcours de J.K. Rowling, on se rend compte qu'il y avait déjà des indices, des prérequis,
C'est ça, il y a Bah plein de oui. petits red flags. Genre, en vérité, il y a des trucs que tu peux réutiliser de manière un peu progressiste et basée, mais t'as aussi plein de trucs, genre, bah, typiquement les gobelins, quoi. Parlons-en, Oui, les quoi. gobelins, oui. Genre, S'il vous l'éléphant au plaît. milieu de la pièce. Non, mais Les tu vois, tu gobelins, la sais, genre, caricature c'est. antisémite qui tiennent la banque, s'il vous plaît. Bah, c'est ça, tu vois. Par exemple, il y aurait le principe de la fille pas comme les autres. On sait que Hermione, par exemple, c'est la fille intelligente, mais elle aime pas se maquiller, elle aime pas se coiffer, elle aime pas s'habiller, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs un peu misogynes en mode les méchantes meufs, celles qui se maquillent, et la gentille fille, c'est celle qui est un peu pick me, not like the other girl, quoi. Le problème étant que Hermione, comme Ginny et comme Luna, sont représentées comme des filles pas comme les autres. En fait, c'est des petites filles ou des personnages féminins qui sont représentés comme en opposition avec le reste du genre féminin. En fait, tout personnage dans la saga Harry Potter qui démontre une forme de féminité hégémonique va être obligatoirement antagoniste. Et on voit ça avec les pires personnages comme Ombrage ou Rita Skeeter. Donc il y en a une qui est littéralement une criminelle de guerre génocidaire et l'autre qui est une journaliste sans foi ni loi qui fait des fake news. Mais on le voit aussi également au niveau des élèves. C'est un passage qui m'a valu beaucoup de commentaires. En vrai, la conversation avec Alizé qui a analysé l'œuvre a duré 2 heures. MDR, on va en rediscuter ensemble, mais bref, il y a 1000 trucs à raconter. Mais justement, vu que tu as commencé une autre chaîne et que tu avais dit que tu allais un peu moins publier sur celle-là, est-ce que toi, ça a changé ta façon de voir l'œuvre aussi, même éventuellement l'appréciation que tu pouvais avoir pour l'œuvre, de plonger dans tout ça ou... Parce que c'est vrai que moi, il y a un truc de... Est-ce que, enfin, tu sais, il y a un truc de anti-J.K. Rowling pile qui amène souvent à questionner l'entièreté de l'œuvre et à se dire, en fait, c'était pas ouf, tu vois. Donc, je sais pas si ça a été le cas pour toi ou si tu gardes quand même un attachement et tout. Ça a changé ma posture de fou, ça m'a donné envie de participer au fan activisme. Ok, ouais, c'est cool. Il y a Moi, je pense qu'il faut pas non plus tout renier. Il y a des trucs sans. Non, Il y a non, des je suis trucs d'accord. En fait, dans c'est aussi pour ça que je posais la question, parce que ça peut être aussi un peu. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont du mal avec cette partie de la vidéo. Je pense que c'est aussi difficile de voir que ton œuvre préférée, en fait, les gens ils disent, bah, en fait, c'était de la merde depuis le début, et t'es un peu con de pas l'avoir vu. Tu sais, il y a un peu un truc de réactance qui peut se créer vis-à-vis de ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut un peu aussi équilibrer, tu vois. Genre, en vrai, moi, je suis pas en mode, oh là là, si t'aimes Harry Potter, t'es cancel, tu vois. C'est en mode, bon, ça dépend comment tu te le réappropries, ça dépend qu'est-ce que tu trouves dedans, etc. Tu vois. Ça fait beaucoup d'infos. Après, on dit pas que c'est nul, on dit qu'il y avait des indices. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est clair. Non, par contre, des indices, c'est évident. Non, mais moi, j'ai l'impression que le bail, c'est de se réapproprier ce qui était bien dans cet univers-là et de faire le bilan sur tout ce qui puait la merde dès le début, quoi. Oui, de fou. Ça me paraît être la position la plus équilibrée, quoi. C'est normal d'ignorer des red flags d'un truc que t'aimes bien et d'en faire une lecture qui te correspond au premier abord. Après, même pas que ça, hein, genre c'est les trucs les œuvres des fans, etc. Mais même pas que, tu vois, genre tu sais, t'as un truc de, en vrai, c'est une œuvre que t'as découvert quand t'étais gosse. T'es pas né woke. Typiquement, le coup des gobelins, caricatures antisémites, etc. Moi, c'est le premier truc que j'ai lu de négatif sur Harry Potter. Et genre, je sais pas, bah, c'est quand j'ai commencé à traîner sur Internet et à être un peu surfait. Mais c'était après vraiment la vague Potterhead des années 2010, tu vois. Genre, ça devait être vers 2013, 2014, tu vois. Donc, ouais, tu captes pas forcément ça. Et limite, le fait de capter ça, c'est cool parce que ça t'aide à faire ton éducation politique, quoi. Oui, et puis globalement, moi je trouve qu'il faut faire tu vois, ça sert à rien de trop culpabiliser les gens Bah oui. qu'on kiffe Harry Potter à une époque aussi, quoi. Oui, de fou. Même qui continuent de vouloir en faire un truc à leur sauce, quoi. Alors, Flitwick n'est pas un mauvais personnage, mais il a très peu ça, c'est presque plus du validisme. C'est le côté la voix au perché, le fait qu'il est très... Et puis genre, il voit Harry, il tombe. La première fois qu'il voit Harry, il tombe de sa chaise. Et sinon, le pire exemple, c'est probablement Voldemort. Moi, le fait que Flitwick il tombe, ça va toujours faire rire. C'est marrant. Mais c'est aussi que c'est aussi un produit de son temps et de sa période où le trope de féminiser des mecs pour les rendre ridicules, c'est un trope patriarcal de base et low-key homophobe de base que beaucoup d'autres auteurs et qui est dans plein d'œuvres de pop culture, etc. Pareil, le truc de présenter les femmes hyper féminines comme mauvaises, comme dangereuses, valoriser des personnages féminins qui s'éloignent un peu des normes de féminité, mais pas trop non plus quand même, faut qu'elles restent quand même un petit peu jolies. La méta un peu manic pixie dream girl, la méta un peu genre not like the other girl, c'était tellement un truc répandu, genre c'est... Dans tous les films des années 90, t'avais ça, quoi. T'avais la meuf pas populaire, mais qui est amoureuse du mec populaire, et qui va... En fait, elle lit des livres, et elle est pas comme les filles un peu... Et en fait, le mec populaire, il a l'air d'être en couple avec une meuf un peu populaire qui se maquille, et en fait, elle est tellement... voilà, et en fait, la meuf pas populaire, elle va conquérir le cœur du mec populaire en montrant que, en découvrant que lui aussi il aime la poésie, etc. Enfin, tu vois, genre, oui, Twilight typiquement c'est ça. Enfin bref, c'est vraiment un cliché de fou, quoi. Tu parlais du personnage de Rita Skeeter, c'est un personnage que moi j'adore, même si c'est vrai qu'elle a pas un très bon écho. Il me semble que dans les livres, elle est décrite comme avoir des traits masculins. Enfin, genre, je crois qu'elle parle de ses mains notamment. C'est vrai que dans les bouquins, il y a un focus sur les mains de Rita Skeeter qui sont masculines. Et t'as des gens qui se sont demandé est-ce qu'elle l'a transcodé. Ombrage, c'est-à-dire que les deux surjouent la féminité. Ouais. Mais ont des traits, des comportements ou des attributs physiques
qui sont soit masculins, soit animaux. Ombrage, c'est un crapaud. En fait, ça, c'est que du coup, les femmes qui surjouent la féminité Après, sont d'autant plus masculinisées qu'elles ont un truc à compenser. Et les après filles, la, not like the après other la girls, tête sont crapaud, d'autant plus la tête crapaud pour moi c'est réel un peu chez les gens. Tu sais, c'est les têtes de rat, tête de cheval, Oui, tête c'est de la théorie crapaud. qu'il y a deux types de têtes, c'est les rats et les crapauds. Non, il y a rat, crapaud, cheval. Moi, j'y crois un peu à ça. Mais en fait, ça, c'est que. Toi, en fait, par c'est- exemple, t'as une tête de rat. Je me trompe. Cassandre, il a une tête de rat, Je me les trouve gens, plutôt non? oiseau, moi. Oui, toi, t'es oiseauifiant, oui. Mais ça, c'est ton ébec, ça. Mon ébec, oui. Race crapaud, Après- bah oui, moi, je crois que je suis crapaud, moi. J'étais encore perturbé. Oui, parce que je Pardon, voulais dire pardon, un truc. excuse-moi, Non, j'étais parce que perturbé du coup- avec mes non, trucs parce de que- rat et de tête de. Pardon, non, parce que toute excuse-moi. la représentation des meufs, tu vois, les meufs qui surjouent la Oui, oui, oui. féminité, ça les remasculinise derrière. Et finalement, les filles qui sont not like the other girl, c'est les filles qui sont vraiment féminines parce qu'elles le sont naturellement. Tu sais, t'as un peu ce truc-là qui vient même renaturaliser le rapport à la féminité et qui se remet du coup dans un truc un peu essentialisant en fait finalement quoi. De si tu mets de l'artifice, c'est forcément que t'es un peu factice quoi. Alors qu'en vrai, le genre est artificiel, mais c'est aussi le truc de l'essentialisme, le côté anti-genre, etc. quoi. Puis le maquillage, Rowling en utilise pas mal. Mais ça, c'était les trucs sur Twitter de gens qui s'amusaient à bait des transphobes de Twitter en disant oh là là, mais je ne Ça, vois pas c'est ce que fou, tu par veux contre. dire. Tu ne ferais pas la différence si je t'envoyais une photo de moi, etc. Et du coup, les mecs disent ah ouais, envoie une photo de toi, je suis sûr que je verrai tout de suite. I can always tell. Je pourrais voir tout de suite que tu es trans, ça se verrait sur ton visage. Et qui envoie une photo de J.K. Rowling et qui disait ouais, c'est évident, regarde. Et qui commençait à disséquer la photo de J.K. Rowling en mode regarde le nez et puis Ça, la c'est mâchoire, fou, hein. elle est un peu large, c'est la preuve que t'es un mec, etc. Et genre, Ça, c'est les du meufs trans génie, qui ça. s'amusaient à envoyer la photo de J.K. Rowling pour la faire transvestiguer, bref. Ça, c'est incroyable, par contre. Oui, mais parce qu'en plus, c'est Par vraiment. contre, c'est là appuyé que tu où ça vois fait que mal. les transvestigateurs sont complètement Ah, malades, hein, mais- par contre. hein. Bah, ils sont Vraiment, persuadés le que tout au niveau niveau des de trans, trans, une oui, cabale, c'est je sais ça. pas, enfin, bref, oui, oui. Mais après, monde c'est est aussi trans appuyé là où ça avec, fait mal parce que t'as aussi un rapport aux personnes trans qui est un rapport de miroir, tu vois. La raison pour laquelle ils arrêtent pas de spammer We can always tell et faire croire qu'ils peuvent dire hop, du premier regard si une personne est trans ou pas, c'est précisément qu'ils ont l'angoisse de pas savoir. Et du coup, notamment, c'est une remise en question pour les femmes de leur féminité, tu vois, de se dire est-ce qu'on pourrait me confondre avec un homme, tu vois. Genre, tu sais, c'est un peu ce truc-là mais parce que ça va taper là où ça fait mal dans tout ce que le patriarcat fait intérioriser en termes d'image de soi, en termes de surcontrôle de son apparence, etc. quoi. Faut-il boycotter ? Est-ce que, en regardant un film, en jouant à Hogwarts Legacy ou en achetant des objets de licence, on participerait pas un petit peu, voire même beaucoup, à l'expansion des idées de J.K. Rowling, puisqu'elle touche de l'argent dessus, Oui, financer et des- d'autant plus parce que en parlant des objets de licence, je parlais tout à l'heure de son obsession sur les copyrights et d'à quel point elle avait harcelé littéralement tout le monde qui détournait un petit peu son œuvre. Elle a aussi bâti un empire où c'est très... Enfin, il y a du falche, bien évidemment, il y a du faux Harry Potter, mais elle a vraiment fait énormément de poursuites en justice pour s'assurer qu'elle ait vraiment le monopole sur tous les produits dérivés, quoi. Je sais qu'il y a un peu deux teams. Il y a des gens qui vont dire il faut boycotter et ne plus regarder, ne plus donner de force, pas raviver la flamme. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont en mode on peut se réapproprier l'œuvre, consommer du Harry Potter sans donner de sous à J.K. Rowling, ça veut dire ne pas acheter de produits dérivés. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que les fans peuvent se réapproprier ? Moi, je suis parfaitement de cette deuxième option. C'est-à-dire que je clame un boycott total économique. C'est-à-dire, on n'achète plus du Harry Potter en neuf. Mais par contre, si demain tu es sur une brocante et que tu tombes sur un produit Harry Potter, fonce si tu en as envie. Et puis oui, et pirater d'autant plus ses œuvres qu'elle Voilà. déteste faire pirater, quoi. La seconde main et le piratage, ça me paraît être le truc le plus basé. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Quand il y a un jeu, tu le pirates. Quand il y a un truc, hop. Et puis seconde main, si tu kiffes les produits dérivés. Et puis voilà, quoi. Oui, de fond. Pour moi, la partie économique est hyper importante. On ne supporte plus économiquement l'autrice et on parle haut et fort pour dire qu'on est contre elle. Par contre, se réapproprier l'œuvre, c'est aussi une forme de combat. C'est-à-dire que cette œuvre, c'est mon enfance. Cette œuvre, elle a formé qui je suis. Je ne serai pas la même personne aujourd'hui. Par contre, je reconnais que l'autrice est problématique. Je ne vais pas aller brûler mes livres, je ne vais pas aller les jeter. Par contre, si je vois quelqu'un qui les met dans une boîte à livres, ça permet que les gens puissent les lire et les découvrir sans avoir à les acheter. Et pareil, comme tu dis, il y a des créateurs de contenu qui font des choses Harry Potter non officielles. Donc ça, c'est top à acheter. Moi, je suis à fond dessus. Genre, acheter chez des petits créateurs qui font des reproductions. Oui, voilà, il Après- faut acheter des trucs Harry Potter. Après, il y en a Full d'autres woke, qui full vont... pro trans, full pro LGBT. Et puis Après, voilà, il y en tu a vois. d'autres qui vont tenir une ligne plus radicale de si on continue de diffuser ses œuvres, même si c'est l'imitation, même Ouais, si mais c'est du bon, là, piratage, c'est- etc., Oui, ça bon. entretient l'aura de J.K. Rowling et ça entretient, comment dire... Après, là où je suis pas d'accord, c'est la que les gens mainmise qui qu'elle font a. cet effort-là, c'est qu'ils savent qu'elle est problématique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. On a encore beaucoup de chemin à faire, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut pas quand même sous-estimer, tu vois, nous, nos générations, comme je te disais, où les choses bougent, parce que rien que dans le phénomène de consommation, moi je trouve que ça s'est beaucoup vu, rien que pour les personnes que je suivais, les créateurs, les collectionneurs, etc. Du seconde main, il y en a toujours eu pour des aspects juste parce que bah, tu as des objets rares, etc. Mais maintenant, le seconde main, il y a le critère, je ne donne pas de sous à J.K. Rowling qui rentre dedans, tu vois. Oui, Et puis là, pour discuter avec des boutiques qui sont sous licence Harry Potter et tout, alors est-ce que c'est lié directement ou pas, ou est-ce que c'est la saga qui s'essouffle, je sais pas, mais en tout cas, le phénomène est qu'on n'a jamais aussi peu vendu du Harry Potter qu'aujourd'hui, tu vois. Un peu les deux, Je j'imagine. pense que c'est un peu les deux. Hein. Je pense qu'en effet, tu as beaucoup de fans hardcore qui ont été un peu détournés de J.K. Rowling, qui sont rentrés dans le boycott. Et tu as aussi le fait que bah, toutes les personnes qui ont grandi avec Harry Potter commencent un peu plus à vieillir. Et du coup, justement, si ils veulent tryhard dans le lore Harry Potter, plus se tourner vers des trucs un peu plus seconde main, etc. Et moi, dans le côté un peu consumériste que tu as, c'est aussi pour ça qu'ils lancent la série. Bah oui, de fou. La série c'est HBO ou c'est. Je sais plus. C'est HBO qui fait une série, je sais plus, mais oui, il va y avoir une série Harry Potter et c'est un peu le but en effet de relancer le truc, comme ça avait été le cas pour les Animaux Fantastiques et tout. Quoi. Est-ce que tu as l'impression que les créateurs, créatrices de contenu Harry Potter, donc, dont on faisait partie, est-ce que tu penses qu'on a une responsabilité dans la façon dont on aborde ou pas les questions? Pour moi, oui, les créateurs et créatrices de contenu ont vraiment une énorme responsabilité là-dedans. Et c'est notamment un des trucs qui, moi, du coup, m'a fait complètement arrêter. Et en fait, genre, tu peux pas faire du contenu et t'ériger en porte-étendard en ignorant complètement tout ce qui se passe à côté. En fait, par le fait de l'existence des influenceurs et influenceuses de l'univers d'Harry Potter, quand bien même la personne ne fait pas la promotion d'objets à acheter, ce qui est le cas en vrai chez beaucoup de créatrices de contenu encore aujourd'hui, même si ça c'était absent de leur contenu, bah en fait, genre faire du contenu Harry Potter, ça continue de mettre en lumière la saga, bah en fait de nourrir la passion finalement, qui derrière bah, peut rapidement se transformer en achat ou en fait, le problème c'est que c'est une niche. Ça reste une niche, les gens qui sont à fond dans les trucs YouTube, de merch, de trucs. Les gens qui suivent ça, quoi qu'il arrive, ils suivront ça. Tu vois, moi j'ai l'impression que. En fait, moi je comprends l'argument de. Et je suis un peu dessus, mais parce que aussi j'ai moins d'attachement à Harry Potter aussi, donc c'est plus facile pour moi d'avoir cet argument de. Ça entretient son aura symbolique. Et du coup, ça fait d'elle encore encore une figure entre guillemets bankable. Parce qu'elle a encore une aura symbolique, encore des communautés de fans dédiées, etc. Après, elle est déjà milliardaire, c'est bon, culpabilisez pas, c'est déjà trop tard pour l'arrêter. Après, je suis un peu d'accord avec toi, Altalia. Moi, c'est l'argument que j'avais un petit peu avec Hogwarts Legacy. Elle a tellement de thunes que bon, tu sais, genre, est-ce que c'est ça qui va rajouter ou enlever? Tu sais, genre, c'est bon. Il y a un truc de presque, genre, c'est trop tard, quoi. En mode, faut la combattre comme un ennemi politique. Mais en termes de thunes, est-ce que le boycott va vraiment agir? C'est genre, moi je suis un peu défaitiste aussi là-dessus, quoi. Déjà qu'on est impuissant, si en plus on participe, je sais pas, moi je suis encore en réflexion. Bah non, mais je comprends, mais c'est pas facile, hein. En ce moment, on devrait viser des choses de plus grandes en mode politique publique pro-trans que de se focaliser sur cette. Bah, c'est un peu mon avis de militant, tu vois. Un peu en mode, bon, c'est bien d'utiliser J.K. Rowling comme une illustration du réseau anti-trans, du lobby anti-trans, etc. Mais ça remplacera jamais juste le militantisme pour les droits, tu vois. Genre, il y a aussi un truc de c'est pas en luttant contre J.K. Rowling qu'on luttera contre les anti-trans. Même si, elle cristallise tellement de choses intéressantes que c'est bien de continuer d'en parler, quoi. Le boycott va pas la rendre pauvre, mais peut empêcher des projets supplémentaires de se réaliser parce que pas rentable. Bah oui, typiquement, si la série HBO finit par être annulée parce qu'en fait, tu vois, le fait que la série HBO soit quand même en cours de préparation, c'est déjà un peu une défaite parce que ça veut dire qu'elle est encore suffisamment bankable pour vendre un truc sur son univers. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va advenir de la série, à quel point les gens vont c'est ça, parce que ça se trouve, la série va être bien, quoi. En fait, ce qui est horrible, c'est que t'as envie on aura envie de pouvoir décider qu'elle profite plus de son œuvre pour pouvoir faire des bons contenus avec son univers, quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, si la série est bien, ça va indirectement lui profiter à elle. Même si la série, by the way, a des discours turbo à contre-courant de ses idées transphobes, homophobes, mais en fait, même s'ils font une bonne série qui en plus parle bien de ces sujets-là, bah c'est à elle que ça va resservir au final, tu vois. Et ça, c'est ça qui casse les couilles, en fait. Ma dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens. Bah, moi, déjà, la première chose que je dirais, c'est de se renseigner, être ouvert au fait d'apprendre, de s'enrichir sur le sujet, donc autant sur le sujet général que sur J.K. Rowling et ses propos. Ouais. Et aussi, un peu comme moi au début où je me suis rendu compte de tout ça, d'être confronté soi-même à ses dires. Par exemple, en allant tout simplement sur son Twitter, parce que je pense que c'est beaucoup plus impactant, c'est-à-dire que l'information, elle est directement entre toi et la personne, c'est pas des on-dit et des... Les gens, ils ont tendance à remettre les sources en question, et je vais pas blâmer les gens, parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est quoi encore ce ragot de quartier, tu vois. Ouais. Donc, je dirais de se confronter soi-même à la chose, parce que je pense que c'est plus impactant et plus heurtant
que de rester sur oui, c'est vrai, j'ai entendu qu'elle faisait ça et compagnie. Parce que là, vraiment, on prend conscience que c'est pas un fait indépendant des autres et que c'est des dizaines et des dizaines de tweets. Et si avec des tweets, voilà, on sait. Hein, Bah, en fait, c'est ça aussi, quitte à ce que J.K. Rowling soit encore ultra famous pour Harry Potter, autant l'utiliser comme l'exemple parfait de c'est quoi la transphobie, tu vois. Moi, je trouve que c'est. Ouais, c'est un cas d'école, quoi. Bah ouais, de fou. Un cas d'école pour créer de l'éducation sur le sujet, quoi. Grave, grave. Et il reste plus que ça à faire avec cette meuf, quoi. Bah, c'est pour ça que la vidéo elle est cool. Exemple de radicalisation aussi, ouais, de fou, de fou. Mais c'est pour ça que la vidéo elle est cool en vrai. En tout cas, si jamais ça vous a convaincu, n'hésitez pas à faire tourner le message, à partager cette vidéo. Je dis pas ça pour moi parce que en vrai, cette chaîne, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais c'est important de faire tourner le message. Même si vous faites pas tourner cette vidéo, n'hésitez pas à en discuter autour de vous. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour savoir ce qui se passe, ne restez plus silencieux, faites en sorte que le message se fasse entendre, soyez actifs et surtout soyez de bons alliés. Pour les autres, j'estime que vous avez toutes les clés en main pour ne plus être transphobe, ou ne plus commettre d'actes, ou ne plus dire de choses transphobes, de plus invalider l'existence des personnes trans. En tout cas, si jamais il vous arriverait quand même l'envie de vous exprimer en étant transphobe dans les commentaires, sachez que votre voix n'aura pas sa place sur cette chaîne YouTube et j'espère qu'un jour, elle n'aura plus sa place nulle part. Mais voilà, mais en tout cas, vachement bien la vidéo, trop chouette. Et puis encore une fois, c'est comme je disais, c'est cool d'avoir des topos là-dessus parce qu'à la fois ça permet de vulgariser un petit peu c'est quoi les discours transphobes, de montrer bah voilà cet exemple typique de radicalisation dont on a pu témoigner, qu'on a pu suivre. Enfin, moi je me rappelle, j'ai suivi ça vraiment, j'ai vraiment été aux premières loges pour suivre la radicalisation de J.K. Rowling, c'était assez fascinant. Et en plus toi c'était le moment où tu étais en train de transitionner, on est d'accord? Ouais, bah oui, c'est pile poil ça, ouais. Donc ça veut dire que t'as vraiment le top, t'es en train de transitionner, t'as J.K. Rowling qui insulte tous les trans de la terre, l'enfer. Oui, bah j'ai littéralement commencé à transitionner pendant qu'elle devenait transphobe. Et vive les hommes en robe, exactement. Vive les hommes en robe, les femmes en pantalon et les trans œstrogénés et testostéronés. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.